Bonus. Trax. Bonjour à tous les trekkers et les trekkies de toutes sortes, je suis la capitaine Levanier et je suis ravie de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek, écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du Coin Pop. Je voudrais particulièrement remercier les fans évidemment et surtout l'équipage du Cadran Pop parce que vous avez été fidèles, vous nous avez suivis pendant toutes ces années, on a eu l'occasion de vous rencontrer, c'était très sympathique. Alors, comment dire, cette dernière saison, elle est remplie de plein de choses. Elle est très, très remplie. Moi, je sais pas, des petites failles spatiales. Il y a eu quoi une guerre Orion, des Klingons complètement fous. Quelques catastrophes diplomatiques, des meurtres même mystérieux. Enfin bref, plein d'autres choses. Et puis, évidemment, beaucoup d'émotions avec ce dernier épisode. Mais bon, tout ça, la série, le dernier épisode, l'équipage du Cadran Pop va en parler tout de suite. Allez, au revoir. Engagé! Working. Et bien sûr, pour en parler, je ne suis pas tout seul, je suis avec un équipage d'élite, avec notre Romulien relou, Romain Bramis. Salut Romain. Salut tout le monde. Avec notre lieutenante Marie-Paul. Salut Marie-Paul. Salut tout le monde. Et elle n'était pas là depuis le début de la saison, elle a fait un épisode et puis s'en va. C'est notre lieutenante commandeur Bajoran Marina. Salut Marina. Salut Guigui, bonjour à toutes et à tous. Alors, où est-ce que tu étais passé pendant tout ce temps ? Alors, si mon absence récente vous a semblé aussi mystérieuse qu'un signal de détresse provenant du quadrant Delta, laissez-moi éclairer votre lanterne. Tout a commencé lorsque, déambulant dans les rues de Paris, j'ai baissé mes boucliers de vigilance, permettant à un pickpocket aussi habile qu'un Ferengi en quête de profit de subtiliser mon communicateur. Sans cet appareil essentiel à ma vie de tous les jours, impossible de téléporter mes idées vers notre podcast. Et 2 jours plus tard, alors j'étais vraiment en veine, alors que je tentais de naviguer prudemment sur les trottoirs extrêmement glissants, j'ai expérimenté une gravité plus capricieuse qu'un champ de distorsion et je me suis retrouvée les fesses au sol plus vite qu'un vaisseau en distorsion 9. Résultat, un coccyx endolori, me rappelant que même les officiers les plus aguerris ne sont pas à l'abri des lois de la physique terrestre. Et rassurez-vous, après un passage éclair à l'infirmerie de l'hôpital et quelques doses de métaphorique baume régénérant, je suis prête à reprendre du service, plus vigilante que jamais face aux Ferengi urbains et aux pièges gravitationnels de notre chère planète bleue. Et donc, Guigui, je suis ravie de t'annoncer que je suis prête pour de nouvelles aventures podcastiques en compagnie de Romain et de Marie-Paul ce soir, sans autre incident digne des archives de Starfleet. En tout cas, je l'espère. Merci pour ce résumé. Tu nous as manqué. Ça fait quand même beaucoup de mots pour dire que tu t'es cassé la gueule comme une merde, quoi. Mais bon. Oui, mais tu me connais, Romain. Méchant. Je suis incapable de dire oui, ça va, non, ça ne va pas, et puis d'en rester là. Non, j'ai besoin d'expliquer ce qui est au fond de mon âme, donc voilà. Et surtout que c'est arrivé presque en direct, c'est-à-dire que nous on t'attendait pour le podcast et on reçoit un message de toi, dire en fait il m'est arrivé ça et ça, et du coup on était inquiets. Et j'ai passé 3 heures au commissariat avec le Ferengi. Voilà. Eh ben, ceci dit, j'espère que ça va mieux maintenant, qu'on va pouvoir aller de l'avant. Et on va, avant de parler de l'épisode de la semaine et du final donc de Lower Decks, je voulais faire un petit point sur ce qui nous attend parce que là, tous nos podcasts sont enregistrés pour un bon moment. Là, on va faire une petite pause d'enregistrement, mais pour autant, vous aurez quand même des podcasts toutes les semaines puisqu'ils sont prévus de longue date. Donc la semaine prochaine, il y aura le fameux quiz numéro 3 qu'on a enregistré à Metz le 27 décembre. Ça sera le vendredi qu'on va le publier, vendredi de la semaine prochaine. Et
il sera exceptionnellement, ça sera notre petit cadeau de Noël, en version vidéo également sur la chaîne YouTube du Coin Pop. Donc vous pourrez voir, en même temps qu'entendre les blagues de Romain, vous pourrez voir aussi ses grimaces. Vous verrez, c'est un beau spectacle. Et aussi d'ailleurs justement pour Noël, le 25 décembre, on va publier la version PDF du fanzine numéro 2 qu'on avait donc distribué à toutes les personnes qui étaient venues à Metz. Et j'espère d'ailleurs que on aura pas mal de commentaires sur le fanzine, parce que c'est quand même donné du mal. Donc n'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires sur le site internet, là où sera publié donc le fanzine. Vous verrez, il y a une bande dessinée qui est pas mal à propos finalement quand on y réfléchit par rapport à la thématique de cette saison 5 d'ailleurs. Mais je vous en dis pas plus, vous verrez. Mais on va pas s'arrêter là. Le vendredi 3 janvier, on va diffuser le premier podcast sur Star Trek de J.J. Abrams, celui de 2009. Donc c'est un podcast qui est en 2 parties, qui était aussi enregistré à Metz, qui sera suivi la semaine suivante, le 10 janvier, par la 2e partie. Donc forcément, ça suit la première, c'est logique. Et le vendredi 17 janvier, vous aurez l'interview de Aaron Watkill, le producteur de Star Trek Prodigy. Donc une interview qui a été réalisée par Manu et traduite par Marie-Paul. Et ensuite, seulement après, le dimanche 26 janvier, on sera tous ensemble pour la review, la critique, l'analyse du téléfilm Star Trek section 31. Et après, on verra bien ce qui se passe. Donc c'est un beau programme pour la fin de l'année et le début de l'année prochaine. Donc du coup, pour cette fin d'année 2024 et début d'année 2025, vous verrez que le cadran pop sera encore bien présent. Et puis l'année prochaine, on fera des épisodes sur la saison 3 de Strange New Worlds. Et puis on verra bien aussi ce qui va arriver. Il y aura Starfleet Academy et d'autres trucs, quoi. On fera peut-être les vieilles séries du coup. Peut-être, parce que c'est vrai que Strange New Worlds, c'est vrai que moi je suis moins chaud pour faire un podcast par épisode. Je pense que personne n'est chaud. Donc, et ouais, c'est pas impossible qu'on regroupe plusieurs épisodes sur un seul podcast de Strange New Worlds, on verra bien. Et peut-être, oui, qu'on pourrait faire d'autres choses, tout simplement, peut-être même des podcasts thématiques. Alors, donc, on va parler enfin de Star Trek Lower Decks, la fin donc de cette série qui va, enfin en tout cas moi qui va me manquer, je pense que vous aussi, j'imagine. Et on va vous demander qu'est-ce que vous avez pensé sans spoiler, au moins du final, et après on parlera de la série, on fera un bilan de la série dans sa globalité. Donc Marie-Paul, qu'est-ce que tu as pensé de ce dernier épisode sans spoiler ? Écoute, c'était bien nul que ça se termine. C'était, je pense qu'on a été nombreuses et nombreux à avoir un peu la larme au coin de l'œil quand les dernières images se sont coupées et que le générique s'est lancé. Je trouve que ça va vite. Il y a plein de trucs qui se passent. Et on sent pas trop, je trouve, le fait que qu'ils avaient pas prévu ça au départ et que du coup ils ont fait un switch pendant la saison sur l'écriture. Et j'ai pas vu le temps passer, quoi, donc c'était plutôt cool. Alors je vais juste revenir sur un truc que m'a dit Girafe. Visiblement, il savait que c'était la dernière saison, la saison 5. En fait, nous, on est tous partis du postulat que c'était pas le cas parce que ça a été annoncé alors qu'ils étaient en train de produire la saison 5. Mais pour autant, en fait, ils étaient déjà au courant. Et du coup, rétrospectivement, il y a certains messages Twitter pendant la diffusion de la saison 4 qui prennent leur sens. C'est-à-dire que Mac McMahon, à l'époque, c'était au milieu de la diffusion de la saison 4, il envoyait déjà des signaux sur les réseaux internet pour dire attendez les gars, regardez vraiment Lower Decks. Ah ouais. Parce que comme si la série était déjà en danger, alors qu'à l'époque on n'en savait rien et ça arrivait bien plus tard, quoi. Et c'est vrai que ça me fait souvenir d'un autre truc que disait Romain Nigita, c'est-à-dire que les saisons d'animation sont négociées par 2. Ça veut dire que la saison 1 et 2 c'était d'un bloc, les saisons 3 et 4 c'était un bloc, et que sûrement à la fin de la saison 3, début de la saison 4, ils étaient déjà en train de négocier le bloc saison 5 et 6, et du coup ça veut dire que c'est pas possible qu'ils ne savaient pas que la saison 5 soit la dernière. Ce qui expliquerait l'écriture. Ça fait bien une fin de série, ouais. Ouais, et que l'écriture est pas du tout foutraque au final par rapport à une série qui a été... Enfin, il y a des tas d'exemples de séries qui ont été annulées en cours de route, avec plus d'épisodes certes, mais que du coup l'écriture s'en ressent énormément, alors que là, je cherchais un peu quand même au fil des épisodes les moments où on sentait le twist, enfin le fait qu'ils allaient changer et qu'ils devaient finir la saison. Et je trouve que voilà, ils en sortent plutôt bien. Ils s'en sortent plutôt bien parce que effectivement, visiblement, ils auraient eu le recul suffisant pour le faire. Mais ceci dit, pour autant, c'est vrai que, comme tu le dis, il y a quand même un côté précipité. Parce que, par contre, ça, ouais, comme on l'a déjà dit, on imagine bien qu'au tout début, leur plan, c'était pas que ça dure que 5 saisons et qu'ils auraient bien voulu, d'ailleurs, ils l'ont dit en interview, qu'il y avait encore plein d'histoires à raconter, qu'ils auraient aimé les raconter. Nous aussi, on aurait aimé les voir. Et puis, c'est une vraie fin ouverte aussi, ils laissent la porte grande ouverte, quoi.
Ouais, ça c'est bien. Et toi, Romain ? Ben ouais, alors pour être tout à fait honnête, j'ai préféré l'épisode précédent que j'ai trouvé un peu plus rythmé et un peu plus surprenant du fait de ses guests assez exceptionnels, mais même par rapport à ce que ça racontait et la façon dont ça le racontait. Là, j'ai trouvé que la conclusion de l'histoire était un peu plus convenue. La façon dont ils amènent la fin de la série, bon, elle est assez émouvante, mais je suis un peu surpris par rapport à ce que tu dis sur le fait qu'ils savaient, etc. Parce qu'on dirait quand même, moi je trouve un petit peu une couche qui a été rajoutée en plus, parce que t'as vraiment une dernière 10 minutes d'épisode qui viennent s'ajouter au-dessus de l'épisode de manière un petit peu artificielle. C'est pas mauvais, hein, mais c'est un peu artificiel, j'ai trouvé. Voilà, j'ai trouvé l'épisode un peu plus quelconque, un peu plus convenu, mais pour moi c'est incontestablement la meilleure saison de Lower Decks, mais vraiment contestable. Je dis pas ça parce que c'est la dernière, blablabla, mais si vous réécoutez les podcasts, je suis sûr que vous allez me trouver assez critique sur les saisons précédentes. Là, j'ai trouvé que c'était vraiment celle qui se renouvelait le mieux et le plus, et globalement, j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pas été transcendé par le dernier épisode, mais j'ai vraiment apprécié la saison et ce qu'elle racontait. Ouais, ça s'entend, mais c'est vrai que je me souviens que dans tous les podcasts, toutes les saisons, t'étais moins enthousiaste que pour celle-ci, donc je valide. Et toi, Marina ? Alors moi, j'imagine que ça vous a manqué en 10 podcasts. Vous avez entendu aucune mention à Game of Thrones. Ça fait même pas 10 minutes. Oui, mais c'est l'occasion de dire que l'épisode 9, en fait, m'a rappelé la force des épisodes 9 de Game of Thrones, toutes saisons confondues, où il y avait toujours un truc... Je vous rappelle ce qui se passe dans l'épisode 9 de la première saison. Non. On sait. Pourtant, moi qui voulais aller dans le détail, là, en fait, bien sûr, aucun personnage ne disparaît dans l'épisode 9 de Lower Decks, mais je trouve qu'au niveau créativité, caméo et interaction des personnages et fanservice, il y a énormément de contenu, et forcément, l'épisode 10... comme le dit Romain, je suis d'accord avec lui, vous le savez, sur de nombreux points. Et là, en fait, même si j'ai trouvé le dernier épisode très bien, mais il est plus convenu. C'est pas un épisode comme l'épisode 9 où, franchement, il y avait plein de choses qui m'émerveillaient ou m'intéressaient. Là, mais j'ai adoré, je suis tout à fait d'accord. C'est une saison exceptionnelle avec, j'ai pas eu l'occasion d'analyser la plupart des épisodes, sauf les 2 premiers, mais toutes les références aux épisodes de la série historique, les épisodes où en fait les personnages sont temporairement promus et font face aux responsabilités des postes de commandement, l'épisode avec l'entité supérieure qui prétend exaucer leurs vœux dans Of Gods and Angels, ça m'a fait bien rire et ça m'a bien rappelé aussi un épisode de la série historique. Moi, je dois dire, j'ai beaucoup aimé. Et n'oublions pas une référence que j'ai adorée dans l'adieu aux fermes, où en fait, le docteur Mingelmou concocte des plats chauds et Marina préfère qu'on lui serve le sien froid. Enfin, franchement, des références comme ça, elles sont hilarantes. Donc, je vous parle de ça parce que j'ai pas eu l'occasion de beaucoup m'exprimer, on pourrait se dire pas du tout, grâce au Ferengi. Mais voilà, une saison que je trouve extrêmement bonne, robuste. Et ça va me faire regretter Lower Decks parce que c'est la meilleure série Star Trek actuellement. Et les auteurs sont très bons. Voilà. Ouais, alors pour moi, la meilleure série Star Trek actuellement, ça reste quand même Prodigy. Mais Lower Decks, c'est effectivement pas loin derrière. Alors moi, ce dernier épisode, je l'ai beaucoup aimé. Effectivement, vous avez raison, quelque part, il est un peu convenu en entournure, mais il a pour lui de faire une parfaite synthèse de ce que j'aime dans Star Trek, c'est-à-dire que là, on a du combat spatial, on a des Klingons, on a une anomalie spatiale qui fait des trucs chelous, on a des problèmes d'ingénierie qu'il faut régler, on a des conflits interpersonnels, vraiment... Tout est condensé en 30 minutes. Alors l'épisode est un tout petit peu plus long que d'habitude, et plus long encore que celui de la semaine dernière, qui était déjà lui-même un peu plus long, mais c'était pas assez. C'est vrai que ça aurait mérité encore plus de développement. Comme disait Marie-Paul, on sent qu'il y a des choses qui sont un peu précipitées, et c'est vrai, par exemple, le cas de Rutherford, on aura l'occasion d'en reparler. Je trouve que c'est arrivé un peu comme un cheveu sur la soupe, alors que c'est une excellente idée, la finalité de son personnage. Enfin bref, moi j'ai trouvé que c'était aussi une très bonne saison, mais je suis plus comme Romain Nigita, comme vous pourrez l'entendre dans son journal de bord, qu'on entendra un peu plus tard, parce que je trouve que les meilleures saisons, ça reste les saisons 2 et 3, où il y avait effectivement plus d'épisodes surprenants. On avait des épisodes plus denses, avec un peu plus de pathos peut-être, même si c'est vrai que, comme Marie-Paul, moi j'ai eu la gorge un peu serrée à la fin de l'épisode. Ça m'a fait quelque chose, je m'y attendais pas, alors que ce qui s'y passe, c'est pas
extraordinaires, quoi. Ils font pas, c'est pas des scènes tire-larmes spécialement, mais quand même, j'ai eu ma petite émotion de me dire, ah putain, quand même, c'est fini. Les personnages vont vivre de nouvelles aventures qu'on va pas voir. Donc voilà, ça m'a fait un petit quelque chose quand même. Moi j'ai une question avant qu'on passe au spoiler. Alors, c'est convenu, si vous voulez, cet épisode-là. Vous êtes tous extasiés sur l'épisode de la semaine précédente, mais ça marche beaucoup à la nostalgie, et quand on n'a pas la nostalgie de tous ces persos-là, ça fonctionne, mais c'est pas non plus le meilleur épisode c'est sûr. de la série. Et j'ai l'impression, de ce que j'ai lu dans le Discord et vos avis, vous étiez tous hyper emballés, et moi j'ai trouvé chouette et ça marchait bien, et j'étais contente du cliffhanger, et j'attendais l'épisode de cette semaine à fond, mais voilà, donc je pense que l'épisode de la semaine dernière était sympa avec ses guests, mais c'était pas non plus la révolution au niveau de l'écriture, quoi. C'est pas une critique, mais c'est juste que remettons les choses aussi dans le... Il joue beaucoup sur la nostalgie, et moi j'avais peur que ce dernier épisode aille encore dans cette nostalgie-là, à la finale de Picard. Voilà, donc c'est sympa la nostalgie, mais il faut aussi penser aux autres, quoi. Je suis d'accord avec toi sur le fait que l'épisode précédent était un épisode de fan. Ceci étant dit, c'était super bien amené, par contre. Voilà, c'était bien amené, et il y avait quand même moi j'ai été assez surpris, et ça aurait pu faire un excellent épisode, de se dire que dans une fédération, la découverte, en fait, la mission d'aller toujours plus loin, consiste à aller d'univers en univers et pas plus loin dans la galaxie, en fait, si tu veux. Donc même d'un point de vue science-fiction, ça a amené des trucs qui, à ma connaissance, n'avaient pas vraiment été introduits dans Star Trek. C'était la première fois qu'on s'imaginait que la découverte, to boldly go where no one has gone before, ça pourrait être d'aller d'un univers à l'autre. Donc ils avaient quand même réussi à me surprendre sur le pourquoi de la mission, si tu veux. Pas de la mission, mais du problème. Le pourquoi du problème. C'est pas, pour une fois, c'est pas une entité maléfique qui veut, tu vois, ils nous ont quand même fait le coup dans toutes les séries qu'ils ont balancées depuis, voilà. Non, ça c'était cool. Effectivement, ça c'était cool. Mais c'est vrai que par exemple, tu vois, le couple Garak-Bashir, comme t'as dû beaucoup en entendre parler, t'as pas vu Deep Space Nine, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui traîne quand même depuis 30 ans. Et le fait de le voir concrétiser, alors que c'était presque une évidence, quoi, qui ne l'avait pas été à l'époque, bon ben voilà, ça a touché quelque chose, quoi. Ah bah surtout, Garak, c'était un personnage pendant les 2 premières saisons de Deep Space Nine. On savait pas trop si c'était du lard ou du cochon. Enfin, on savait pas trop pourquoi il était resté. Il y avait des suppositions. Enfin, c'est un personnage avec tellement de zones de gris, en fait, que tous les personnages de Deep Space Nine avaient des zones de gris de toute façon, et n'étaient jamais ni gentils ni méchants. Et le revoir là, en fait, c'était il y avait quelque chose pour les fans qui est... Ça a fait bien plaisir. En tout cas, je ne l'ai pas dit, mais l'introduction dans notre journal de bord a été bien sûr réalisée par la voix française de la capitaine Freeman, donc Daria Levanier, qu'on remercie beaucoup, d'ailleurs, pour ça. Ça fait plusieurs fois qu'elle est venue dans le podcast, qu'elle nous a fait des petits sketchs. Mais elle n'est pas venue toute seule. Figurez-vous qu'on a aussi d'autres membres du casting français, donc de Star Trek Lower Decks. Moi, je suis un grand fan de la version française. Je trouve qu'elle est extrêmement réussie. Alors, je regarde les épisodes en VO et en VF, et je peux vous dire que vraiment la VF, elle n'a pas à rougir par rapport à la VO. Et donc, on va s'écouter quelques petits journaux de bord parce que eux aussi ont des choses à nous dire. Journal de bord de l'ex-ingénieur junior Sam Rutherford. Date stellaire 58 999. Capsule audio pour le 21e siècle à peu près ? Ouais, c'est ça. À tous ceux qui écoutent cet enregistrement, j'espère sincèrement que vous aurez apprécié nos aventures à bord du Cerritos. En tout cas, ça a été extraordinaire pour moi. Et en plus, j'ai quelqu'un avec moi aujourd'hui. Hey Laurent ! Qu'est-ce qu'il y a ? T'as quelque chose à dire pour ceux qui nous regardent en VF depuis nos débuts en 2020 ? Que dire ça a été une surprise pour moi lorsque j'ai appris que je serais ta voix. On a été une sacrée équipe, pas vrai ? Ça tu peux le dire. T'étais mon tout premier rôle sur une série d'animation. Et chaque année, quand il fallait revenir en studio pour Lower Decks, j'étais heureux et impatient de voir dans quelle galère on allait se retrouver. Oui, c'est pas faux. Bref, je sais pas si on se retrouvera un jour, mais... c'est sûr que le Cerritos va me manquer. T'inquiète pas, les classes California, c'est du solide. Et puis, je vais continuer à le bichonner. Au fait, je t'ai jamais demandé, mais c'est quoi ton meilleur souvenir de la série ? Meilleur souvenir, je sais pas trop. Mais je me souviens surtout de 2 épisodes. Il y a celui où toi et Boimler vous êtes déguisés en Mark Twain. Oh, oui, avec l'accent anglais. Et l'autre où tu dois affronter la jeune version de toi pour reprendre le contrôle de ton corps, tu vois. Oui, celui-là, il était beaucoup moins drôle. Et oui, il y a tout dans le Lower Decks. En tout cas, on en a vécu des choses. Tu l'as dit. Bon, c'est l'heure, Sam. On le fait ? Dakodak. C'était Laurent Gris,
et Sam Rutherford pour le cadran pop. Fin de transmission. Journal de bord de l'officier en second Jack Ransom. Suite à un appel de détresse, le Cerritos prendra son départ malgré une avarie moteur. Les Galrakiens ont vraiment besoin... Qu'est-ce que vous foutez? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous foutez? Je fais le journal de bord. Mais quel journal de bord? Le journal de bord pour les Galrakiens. Qui vous a dit qu'il y avait besoin d'un journal de bord, Ransom? On fait toujours un journal Là, de il n'y a bord. pas de journal de bord, on nous a appelés pour nous dire qu'il fallait dire au revoir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans un au revoir, Ransom? C'est ce que je fais, je dis au revoir, Non, faire de vous n'avez nouvelles pas aventures. dit au revoir, mais votre incapacité à comprendre la moindre information commence à m'hérisser les poils de chatte. Mais enfin, docteur Théana. Il va falloir vraiment que vous revoyiez tout ça. Oui. Ransom, je vous demande de retourner nettoyer le Cerritos. Est-ce que c'est compris, petite bite? Non. Xavier, Oui, qu'est-ce qui se passe? c'est bon pour toi? Je sais pas, moi je comprends plus rien du tout, mais alors vraiment plus rien du tout. En fait, Cadran Pop nous a demandé de dire au revoir à Lower Decks, cette série merveilleuse qu'on suit depuis 5 ans. Non. Monsieur Xavier Coulot, c'est bon? Bon, c'est bon. Allez, bisous. C'était Xavier Coulot et Julie François. Et Julie François. Il l'avait déjà entendu, hein. Ah oui? Je dois tout répéter toujours pour le journal de bord. Bon, bande de petits enculés, j'espère que vous avez beaucoup aimé ce qu'on a fait. En tout cas, c'était un plaisir d'être toujours aussi charmante et merveilleuse avec vous. Sur ce, je vous emmerde. Ah, Julie, Et- tu me fais peur. Toi, vu le nombre de merde qui sort de ta bouche, on croirait une litière. Sur ce, à bientôt. Program complete. La violence. Ah, quel enfer. Je savais que ça te ferait rire. Ah. Donc on remercie donc Xavier Coulot, Julie François et Laurent Gris, qui ont bien sûr fait ces petits journaux de bord là pour nous faire un petit clin d'œil. Donc merci à eux. C'est trop cool, merci beaucoup. C'était génial, c'est vraiment super. Ils sont vraiment trop sympas. Bon voilà, donc du coup on va continuer notre podcast et bien sûr il y aura d'autres journaux de bord, notamment ceux de Lise et de Manu et de Romain Nigita comme je disais tout à l'heure. Et bien sûr on va pouvoir rentrer enfin dans la zone spoiler. Red alert! Rutherford? J'essaie de réparer ce vieux routeur à plasma à la noix. Ça devrait être facile avec mon implant, mais les systèmes du Cerritos sont obsolètes. Mais tu adores le Cerritos. Pardon, l'écoute pas, il pense pas ce qu'il dit. Si, je le pense. Oh, depuis quand est-ce que vous ramenez du boulot au bar? Je suis désolé, j'aimerais t'aider, Rutherford, mais il y a peu de fiches techniques sur le pad que j'ai volé à mon double dimensionnel. J'arrive pas à croire que ça ait payé de baser toute ta personnalité sur ce truc. Et la barbe te va bien, ça m'énerve. En réalité, je l'ai pas tant copié que ça. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux boire? Un truc qui s'appelle un Bramble. T'as reçu un message, Boimler? Il y a forcément quelque chose à faire. On n'a pas le droit de condamner tout un univers à être Scannez-moi et pulvérisé. visez ma réalité. Pourquoi tu fais une chose pareille à tes meilleurs amis? Désolé, le synthétiseur avait pas de code pour le bram. C'est la merde. On va tous mourir. Qu'est-ce qui t'arrive, Boimler? C'est quoi la raison de paniquer du jour? Warning. Alors cet épisode qui s'intitule The New Next Generation, donc un peu marrant le titre, même si encore une fois c'est un peu convenu. Écrit par Mike McMahon, le créateur de la série, et réalisé par Megan Lloyd, qui a réalisé plein d'épisodes et souvent, c'est toujours très bien. Donc là, on a la suite de la semaine dernière, c'est-à-dire que Boimler, on voit enfin comment il a reçu le message de son double de téléportation qui est dans un autre univers, etc. Et qui donc apprend que son univers va être détruit et qu'il va devoir faire en sorte que ce ne soit pas le cas. Et moi, ce que j'aime bien vraiment dans cette écriture, c'est que là, ça y est, les Lower Decks sont pris au sérieux. C'est-à-dire que Boimler et Mariner vont voir la capitaine Freeman avec l'information, qui les prend tout de suite au sérieux parce qu'ils ont fait leurs preuves. Cette fois, c'est bon, ils jouent dans la cour des grands. Ils vont voir Starfleet, ils informent Starfleet qui va leur dire, effectivement, la solution c'est ça, mais ce qui est compliqué c'est pas de refermer la faille, mais ça va plutôt être de s'en approcher parce que ça va dégager des espèces ce qu'ils appellent des ondes de Schrödinger, ce qui fait que quand tu t'approches de cette onde, tu peux être transformé dans une autre possibilité, donc une autre version de toi-même d'un autre univers, quoi. Ce qui forcément est un peu gênant. Et bien sûr, pour compliquer tout ça, on va avoir Ma et son frère qui vont revenir, qui sont traqués par une sœur Klingon aussi, qui cherche la vengeance parce que ses frères sont morts, donc c'est par rapport à l'épisode d'avant. Et en fait, on va se rendre compte dans cet épisode final-là que tous les éléments quasiment qui ont été disséminés durant toute la saison 5 vont réintervenir dans cet ultime épisode et qui vont mener directement à sa conclusion. Alors qu'est-ce que vous avez pensé déjà du concept de base de cette onde de Schrödinger et puis de la mission en fait du Cerritos, parce qu'en fait il n'y a que le Cerritos qui peut y aller parce que l'Enterprise est trop loin
Mais aussi parce que c'est Boimler qui est impliqué, donc il vaut mieux que ce soit eux qui partent en premier, quoi, devant. C'était cool. Est-ce qu'on a vu la même chose ? Est-ce que quand les Klingons se font alternate universisés, est-ce que c'est les Klingons de Discovery ou c'est une autre référence que j'ai pas captée ? Tout à fait. Ah, c'est ça. Ouais. D'accord, ok. C'était une bonne blague d'ailleurs, je trouvais. Oui, effectivement, au tout début, donc il y a aussi les Klingons dans leur bataille qui sont touchés et il y a un vaisseau qui se transforme en version Klingon de Discovery, ouais, tout à fait. Bah, c'était réussi. Pour le coup, c'était vraiment réussi. J'ai vraiment beaucoup aimé tout cet aspect et ce que ça va amener sur la fin de l'épisode avec les différentes transformations du Cerritos, mais aussi l'impact que ça va avoir sur les méchants Klingons, etc. J'ai trouvé encore une fois que c'était une très bonne idée de science-fiction qui aurait fait un très bon épisode de Star Trek sérieux entre guillemets, de Star Trek classique. Donc voilà, très chouette idée pour le coup. Et toi, Marie-Paul ? Je trouve que ça marchait bien, effectivement. J'ai beaucoup ri à la blague du Schrödinger, évidemment. J'ai trouvé que c'était un très bon nom pour la faille. Et l'idée de la transformation d'univers alternatif était bien amenée. Et c'est cool aussi, effectivement, de voir enfin les Lower Decks devenir des Upper Decks, malgré tout ce qu'ils en ont dit depuis le début de la série, et de voir aussi toute l'évolution des persos, et de voir dans ce final enfin la reconnaissance est là, et c'était vraiment cool aussi par rapport à ça, quoi. Alors moi, j'adore que en ce moment tout le monde fasse référence au chat de Schrödinger. Donc voilà, c'est la 3e série où on en parle cette année. Et si tu me dis le trône de fer, je te crois pas. Tu peux nous expliquer justement ce que c'est que l'histoire du chat de Schrödinger pour les personnes qui pourraient ne pas savoir ? En fait, c'est l'expérience de pensée du chat de Schrödinger. C'est la situation où un chat est simultanément vivant et mort jusqu'à ce que son état soit effectivement observé. Et en fait, dans la série avec Noomi Rapace dont je vous parlais, qui était sur Apple TV, on voit effectivement un chat dans le premier épisode et on le voit mort et vivant. Il y a aussi cette série où on passe d'un monde à l'autre dans une boîte, et en fait c'est la même situation. Donc là c'est la 3e occurrence où le Schrödinger est cité, donc je trouve que il a jamais été aussi tendance. Et en fait dans le contexte de cet épisode, ça illustre juste le champ de possibilités, et plusieurs états coexistent voilà, jusqu'à ce que on réussit à les déterminer. Mais en fait c'est pas exceptionnel dans Star Trek, parce que il y a une tradition dans la série d'incorporer des concepts scientifiques réels pour enrichir ces intrigues. Ça a toujours existé. Donc mais là, rendre hommage aux théories fondamentales de la physique quantique, bravo. Et je tiens à préciser que j'ai acheté à Maxime un livre sur la physique quantique pour les bébés, pas pour les nuls mais pour les bébés, et c'est très clair. Alors les premières pages, je me disais je suis intelligente, et puis en fait au bout de 10 pages, on se dit ah oui, c'est pour les bébés. Donc voilà, mais voilà, c'était ma reco de la soirée. Mais j'ai beaucoup aimé, voilà. Et bien sûr, on peut penser que l'intrigue tout à coup des deux Klingons dans l'épisode, ça pourrait détourner du fait que c'est un épisode final. Mais en fait, non, moi j'aime bien toutes ces références. Je trouve que l'épisode fonctionne bien. J'ai peut-être été un peu difficile en intro, mais non, moi franchement j'ai bien aimé. Et en plus, les scènes de bataille Klingon, je sais pas vous, mais je les trouve extrêmement bien chorégraphiées. Les designs des vaisseaux sont superbes. La musique est vraiment très efficace. Non, vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait un petit souffle épique. Puis même, la façon dont ça se déroule, en fait, c'est Mar et son frère qui sont donc traqués par une Klingon avec sa flotte, là, comme on a vu donc, dans l'épisode un peu plus tôt, je sais plus si c'était le 4 ou le 5 de la saison 5. Et en fait, ils demandent asile au Cerritos. Elle arrive et elle exige qu'on leur donne, et Captain Freeman elle dit non, et la Klingon va utiliser une IA pour se faire passer pour le mari de Freeman qui est amiral, je le rappelle. Le deepfake, c'est de la merde. Ouais, exactement. Et donc j'ai trouvé ça intéressant qu'ils utilisent ça comme ça, et du coup Ransom s'en rend compte, trouve ça bizarre, et lui va cacher le Klingon, et ça m'amène à ma réflexion que
en plus que l'histoire est plutôt sympathique, même si elle n'est pas extraordinairement originale, elle est quand même plutôt bien ficelée, c'est que chaque personnage, mais vraiment chaque personnage, va trouver son moment de gloire en fait dans l'épisode, quoi. Ransom, il va cacher le Klingon parce qu'il sent que c'est bizarre, ça va avoir une importance. Freeman, c'est la capitaine, donc forcément elle est importante. Mariner va avoir son arc où en fait on voit que maintenant tout le monde lui fait confiance et elle se fait confiance elle-même. Pareil pour Boimler qui va du coup se laisser de côté son fameux pad qu'il a volé dans l'univers parallèle parce que cette fois c'est bon. C'est bon, il a de la barbe. Et maintenant il a de la barbe donc tout va bien et c'est stylé, ça lui va bien. Le duo Tendi et Tellin va aussi trouver sa conclusion. Pareil pour Rutherford. Enfin vraiment, chaque élément de la saison, chaque personnage va trouver son arc, va trouver une finalité. Et je trouve que c'est quand même vachement balèze parce que c'est pas évident en seulement 30 minutes donner une finalité à tous ces personnages. Ouais, juste me permet de dire, d'ajouter que j'ai trouvé que c'était bien parce que ça fait pas patchwork collé un peu n'importe comment. Ça s'enchaîne bien, quoi. Là, pour le coup, c'est vraiment du Star Trek classique dans le sens où là, je suis en pleine nouvelle génération, la saison 3, en train de la regarder. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne Star Trek, c'est que chaque personne apporte sa pierre à l'édifice, personne tire la couverture et c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Même si t'as toujours la lumière qui est mise plus ou moins sur un personnage selon l'épisode, mais on a toujours cette sensation de ils ont bossé ensemble et ça a marché, quoi. Et ils font un gros effort aussi pour faire revenir tous les personnages secondaires qu'on a un peu critiqués cette saison parce qu'on trouvait qu'ils étaient mis un peu en avant au dépit de la personnage Vulcaine qu'on aime bien et qu'on aurait plus voulu voir. Mais du coup, c'est vrai que c'est assez marrant. Là, ils ont quasiment fait un grand chelem. Je pense qu'ils n'en ont pas raté un seul. Tu revois le personnage inspiré de Star Trek classique avec la couronne des dieux grecs. Tu revois l'espèce de Némésis, tu sais, le blond là qui était Levick. Voilà, etc. Tu revois les autres Lower Decks qu'on a vu dans les différents épisodes. Donc là-dessus, ils ont baleines, là, on revoit les baleines, évidemment. Donc là-dessus, j'ai trouvé vraiment qu'ils avaient été super bons pour le coup. Et on revoit même, le mec dans la première saison qui leur avait fait un truc à l'envers et qui avait fini sur la base Stellar 80. On le voit aussi à la fin, quoi. Tu vois, j'ai même pas... En fait, absolument tous les personnages, à part, par exemple, Chet et Jennifer, parce qu'ils sont déjà ailleurs, tous les personnages secondaires, ou même tertiaires, ou même ceux qui faisaient de la figuration, ils sont dans l'épisode, quoi. Tu vois, par exemple, le mec qui s'entraînait, qui avait un groupe un peu de mecs qui se la pétaient pour s'entraîner à devenir capitaine et tout, il est dedans. La meuf avec qui est sorti 2 fois Rutherford, elle est là. Tous les personnages, Shax, Miglimo, enfin, ils ont tous leur petit moment, même si... c'est pas vraiment... ils ont pas un rôle dans la narration, dans l'intrigue en tant que telle. On les oublie pas, en fait. Et on les oublie pas et on suggère une trajectoire à chaque fois. Donc ça, c'est quand même vraiment sympa. Et du coup, Guigui, j'imagine qu'à la fin de ce podcast, tu vas nous demander comment ça le compare par rapport aux autres finales de Star Trek. Oui, comment tu sais? Oui, mais je comptais faire ça un peu plus tard, parce qu'on a d'autres sujets un petit peu avant. C'est un teaser pour que les gens restent et écoutent notre avis sur le classement par rapport aux autres. Tout à fait, bien joué Marina, bien joué. Justement, alors du coup, quelle finalité de personnage vous a le plus plu ou touché? Moi, je peux répondre sur le personnage qui m'a le moins touché. Ah bah vas-y. Mais c'est un peu un accident qui est certainement lié à moi, hein, mais j'ai pas du tout compris l'axe de Rutherford. J'avais pas du tout compris qu'il était en conflit contre sa partie cybernétique. Moi, je pensais que c'était complètement intégré à lui et que tout le monde l'acceptait tel qu'il était, qu'il s'acceptait lui-même tel qu'il était. Donc j'ai pas du tout compris que la conclusion logique et positive de ce personnage, c'était de se débarrasser de sa partie cybernétique. Donc en fait, pendant tout l'épisode, je comprenais pas du tout où il voulait en venir sur l'histoire. J'arrive plus à me rattacher au Cerritos, machin. Et quand finalement, il enlève son truc et qui dit que et il devient beau gosse à la fin parce que maintenant il a 2 yeux et une bouche complète et un nez. J'étais en mode ah ouais d'accord, mais j'avais pas du tout compris que la série parlait de ça en fait. Donc je conçois tout à fait que c'est de ma faute, mais du coup ça m'a pas du tout touché quoi. Non, alors disons que je trouve que c'est là où je disais qu'il manque des choses et que là, ils ont dû accélérer avec l'histoire de la saison 5 parce que c'est clairement un vrai manque. Aussi bien l'épisode en lui-même, final, il est réussi. En même temps, effectivement, il manque des pièces du puzzle sur l'arc de Rutherford parce que, effectivement, ça semble venir de nulle part. Alors, il y a des amorces du fait que, par exemple, dans le premier épisode, quand il rencontre son Rutherford de l'autre univers, celui qui est devenu tellement triste après le départ de Tendi, qui s'est encore plus cybernétisé. Donc, il y avait déjà des trucs comme ça. Mais c'est pas suffisant pour comprendre pourquoi il est énervé contre le Cerritos au début de ce final, quoi. Et du coup, effectivement, il manque vraiment, t'as raison, un arc sur Rutherford pour comprendre que, son implant ne lui convient plus.
Là, il manque quelque chose. Aussi bien, je trouve la conclusion très réussie et même un peu émouvante, quand tu le vois avec son visage, entre guillemets, normal. Je trouvais que ça marchait plutôt bien. Et en plus de ça, on peut comprendre que ceux qui shippaient Rutherford et Tandy ont peut-être raison, que son implant, justement, était un inhibiteur de dopamine. Donc, du coup, c'est ce qui faisait que peut-être il n'allait pas vraiment dans un côté, on va dire, romantique, mais que peut-être à l'avenir, ça pourrait être le cas, vu qu'il n'a plus cet implant. Enfin bref, la finalité est bonne, mais tu as raison, dans l'exécution, il y a un vrai manque vraiment flagrant. Ouais, mais même, tu vois, vis-à-vis de Tandy, j'avais pas du tout compris que... Enfin, limite, je trouve ça presque décevant que l'histoire d'amour ait plus de raisons de se développer maintenant qu'il ait plus ses implants, en fait. J'avais jamais compris que c'était un obstacle dans leur relation, tu vois. Donc ça m'a pris complètement de... C'est pas grave, hein, ça m'a pas gâché le plaisir, mais ça m'a pris complètement de travers, en fait. J'ai réalisé que j'avais pas totalement compris le délire, en fait. Alors pour moi, c'est pas vraiment un obstacle. Ouais, pour moi c'est non plus, plutôt quelque chose qui, comment dire, c'est plutôt le fait qu'il ne l'ait plus qui soit un point de départ, quoi, un booster ou un déclencheur. Mais ça veut pas dire que même s'il avait gardé son implant, il ne pourrait pas se passer quelque chose. C'est simplement que là, ça peut accélérer les choses, peut-être. S'il y a des choses à accélérer, d'ailleurs, parce qu'on n'en est pas sûr. Là, on a le point de vue de Rutherford un peu dans l'épisode, mais celui de Tandy n'a pas l'air d'être si ouvert que ça à la question. Donc, moi, je trouve que c'est très bien. Je sais qu'il y avait Océane sur Blue Sky qui avait peur, justement, du final à cause de ça, elle avait peur qu'il y ait des couples qui se forment et que ce soit relou. Et moi, je trouve ça très bien que la question reste ouverte et que ça s'arrête là, et c'est pas plus mal. Alors, Marie-Paul, est-ce que toi, tu as un personnage dont tu as bien aimé la finalité ? Je sais pas si c'est la finalité, mais en tout cas, j'aime bien que Mariner, elle fasse genre, elle a bien mûri, elle a bien grandi et tout va bien, et qu'en fait, elle a foutu le feu à son lit et qu'elle ait pété des trucs. Parce que bon, on nous la fait pas, quoi. Ça me fait bien marrer. Drôle. Non, j'ai pas de préférence. Peut-être que quand je le reverrai, j'arriverai à ce qu'il y ait un perso peut-être qui émerge plus qu'un autre, mais je trouve que j'ai été satisfaite par l'ensemble des trucs. Et comme vous sur Rutherford, j'avais capté que son implant était un problème pour lui et qu'il était en conflit avec ça. Mais en fait, c'est trop rapide. Je pense qu'il y avait trop d'éléments à développer dans la saison et qu'ils ont fait des choix et qu'effectivement, de s'être un peu plus attardé sur Rutherford dans ce final fait qu'on est un tout petit peu perdu et qu'on est un peu... On se trouve un peu le cul entre deux chaises pour arriver à pleinement comprendre, appréhender ce qu'il voulait faire avec ce perso. Et moi, par contre, je suis aussi contente qu'il n'y ait pas de couple qui se forme à la fin, parce qu'en fait, c'est bien aussi de nous montrer des collaborations, amitiés entre des personnes de différents genres, et pas de différents genres d'ailleurs aussi, et c'est pas la finalité, c'est pas de finir parce que t'as un binôme, tu vas pas finir avec ce binôme forcément dans une relation romantique ou sexuelle ou dans une relation aromantique ou asexuelle, mais voilà, non, je trouve que ça c'était bien aussi, quoi. Ouais, et avant de poser la question à Marina, on va s'écouter le journal de bord de Lise et puis de Manu. Salut Guigui, salut à tous, ici l'ingénieur Orion Delin alias Lise. Vous m'avez sans doute déjà entendu dans le Quadrant Pop numéro 117 et numéro 121 pour parler des épisodes 4 et 8 de cette saison de Lower Decks. Pour revenir en 2 mots sur l'épisode 9 de cette saison 5, pour moi c'est un excellent épisode. J'ai beaucoup aimé l'intrigue, l'intégration des caméos et toute la préparation que ça amène pour la fin de la saison. En parlant du final, j'ai un peu plus de réserve. Il semble être rushé malgré une durée plus longue que les autres épisodes. Malheureusement, ce n'est pas très étonnant pour une série dont la fin a été annoncée en cours de saison. Sans parler de saison entière, ce dont on rêverait tous, la série aurait mérité quelques épisodes en plus pour se conclure plus sereinement. Bon point pour moi quand même, l'intrigue des Klingons en lien avec les épisodes précédents qui revient, de même que le personnage de Holly qui utilise son pouvoir d'éclair, tout ça, ça m'a fait très plaisir. Malheureusement, l'impression générale qui en ressort pour moi, c'est que l'importance des événements et l'évolution des personnages ont moins d'impact et perdent en cohérence interne, parce qu'il se passe trop de choses et que tout va trop vite. Ce que je reprochais aussi à l'épisode 8 avec ses histoires revues. Malgré ces bémols, pour moi, ça reste une fin très satisfaisante à une très bonne saison et une excellente série. Une conclusion très émouvante qui ouvre de nouvelles possibilités pour des suites, des spin-offs, des caméos, et ça crée de nouveaux concepts à reprendre dans d'autres œuvres Star Trek, des séries ou autre chose, des films, des comics, j'en sais rien. Il faudra faire tout de même très attention parce que d'autres se sont pris les pieds dans le tapis avec des concepts très similaires. Ça peut vite tourner mal. Concernant Lower Decks dans sa globalité, c'est sans doute pas la meilleure série Star Trek, mais ça reste pour moi ma préférée. Avec son équipage de Misfits de Starfleet un peu déjanté, avec des personnages extrêmement attachants et des caméos touchants tout le long de la série.
Je trouve que l'humour absurde joue intelligemment avec le lore existant de Star Trek, et ça fonctionne très bien, de même pour les évolutions et réinventions de certaines parties du lore, comme les Orions, mes petits préférés. Pour finir, quelques mots sur Star Trek de façon générale. Avec la fin de plusieurs séries, les déboires de la Paramount, pour moi ça sent la fin d'une ère, ou au moins le début de la fin d'une ère. Je croise très fort les doigts pour la suite de la franchise, qui a énormément de potentiel entre de bonnes mains. On n'est pas à l'abri d'excellentes surprises, comme d'horribles déceptions malheureuses. Voilà, c'est tout pour moi. À vous les studios, joyeuses fêtes et tout plein de prospérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors sachez que j'enregistre cette capsule juste après avoir fini l'épisode final de la saison. Donc c'est mon avis à chaud, totalement à chaud. Mais c'est pas si grave parce qu'il sera globalement plutôt positif, donc pourquoi pas. Pour commencer le négatif, je trouve que le début de cet épisode final, la première moitié, voire les 2 gros premiers tiers, sont un peu faciles. Je trouve qu'on est dans une intrigue un peu simpliste, alors qu'il vient faire revenir les Klingons qu'on a vus en début de saison, et on verra que l'épisode dans son ensemble fait intervenir beaucoup d'intervenants et intervenantes de cette saison, ce qui est pas mal, mais ça fait un bouclage de saison, pas forcément un bouclage de série pour la première partie. Cependant, on voit qu'on est dans une série où ils ont réussi à anticiper bien mieux que Discovery, pour ce qui me concerne, la fin de la série, qui était pas annoncée avant le début de la saison, mais qui l'a été avant qu'elle commence à sortir. Donc ils ont eu le temps de finir et de donner une vraie fin à la série qui, cette fois, à la différence de Discovery, j'ai envie de dire aussi, fait intervenir à peu près tous les personnages de la série, leur donne une évolution, leur donne quelque chose. Alors, je suis ravi d'apprendre que j'avais raison sur cet équipage alternatif qui va aller lancer une nouvelle phase de Starfleet en allant voyager à travers les dimensions plutôt qu'à travers l'espace. Ça fait plaisir à voir. Il n'y a pas eu l'annonce d'un film à venir, mais c'est pas si grave. J'ai trouvé que dans l'ensemble, ça conclut bien l'histoire de cet équipage du Cerritos et de son évolution jusqu'à un renouvellement de position et de futur staff, mais on a des conclusions pour à peu près tous les personnages principaux et une partie des secondaires. Ça m'a plutôt satisfait dans l'ensemble. Voilà, je trouve que c'était une saison correcte et un final qui fait au moins honneur à la série, qui part pas sur une descente où on n'aurait rien bouclé, laissé les choses en plan. Donc voilà, plutôt content ici. Programme complete. Donc Marina, de ton côté, quelle est la trajectoire du personnage qui t'aurait le plus plu ? Moi, ça se joue entre Boimler et Mariner, et je dois dire que j'ai une préférence pour Boimler, tout simplement parce que, en fait, il a toujours été dépeint depuis la première saison comme un officier zélé, souvent anxieux. Et en fait, c'est vraiment un trope entre l'officier zélé qui veut gravir les échelons et on a l'impression qu'il faut les stigmatiser pour ça, et Mariner qui est qui est le rebelle et qui forcément va arriver à une position de commandement. Dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça, hein. C'est pas la personne qui est rebelle qui arrive à ses fins et puis qui n'est jamais rétrogradée ou punie, et puis la personne qui est zélée, qui a du mal. Toute ressemblance avec des situations ayant déjà existé est purement fortuite. Mais voilà, moi j'aime bien que Boimler, en fait, il soit arrivé à une maturité plus accrue dans cet épisode. On le montre en fait progressant énormément. Et en fait, je pense qu'il va devenir un leader très très compétent. Par exemple, à la fin, c'est clair quand il brise le pad de son alter ego, ça symbolise tout simplement sa volonté de tracer sa propre voie. Là aussi, on enfonce les portes ouvertes, mais j'aime bien que Boimler trace sa voie. Et puis Mariner, bon, elle est sympathique, mais franchement, le côté un peu rebelle et tout ça. Ça marcherait pas 2 secondes. Et puis en plus, sa mère est capitaine. Enfin, franchement, voilà quoi. Elle est toujours protégée. Voilà. Mais bon, elle est première officière aux côtés de Boimler. Donc. Ouais, ça c'était cool. Ouais. Ça j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette décision-là aussi. Ouais. Non, mais c'est intéressant aussi, justement, le statut de Boimler et Mariner. Et d'ailleurs, justement, petite parenthèse, encore, il y a plein de trucs comme ça qui clôt plein de choses. En fait, Ransom devient le capitaine après le départ de Freeman, et je vais expliquer pourquoi après. Parce que moi, la trajectoire que j'ai préférée, c'est celle de Freeman. Donc Ransom devient le nouveau capitaine de Cerritos, et justement, il va voir Mariner, et Mariner, elle fait pas attention, elle l'appelle Jack, et après elle se reprend tout de suite, elle lui fait capitaine. Et là, du coup, on sent vraiment le chemin parcouru de Mariner, en même temps que ça va instaurer la nouvelle relation de Mariner à son capitaine. Et là, on sait que justement, elle n'aura pas besoin justement d'être protégée par sa mère parce qu'elle va faire des conneries. Non, c'est parce que simplement, elle fera moins de conneries. Elle en fera beaucoup moins. En tout cas, elle fera plus de conneries graves. Bon, elle fout le feu à son lit. Elle fait ce qu'elle veut. Hein.
Après, on peut aussi ne pas la croire dans le sens où son lit continue de brûler. Donc voilà, moi je trouvais que c'était intéressant. Et du coup, de la même manière que Rutherford et Tendi, que ça reste une fin ouverte, là c'est pareil pour l'avancement de Boimler et de Mariner, avec Jack leur propose à tous les deux d'être des co-numéro 1 temporaires. Et qui pourra éventuellement promouvoir l'un ou l'autre selon ce qui va se passer, parce que selon lui, des petits conflits interpersonnels, c'est bien, ça booste un peu les choses, et il a raison, en tout cas pour tout ce qui est narratif. Et donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt intéressant de finir là-dessus en fait. Et donc moi, mon personnage préféré, en tout cas celui qui a la trajectoire que j'ai préférée, c'est la capitaine Freeman, parce que depuis le début, c'est un de mes personnages préférés. Je la trouve fantastique. Franchement, dans cet épisode-là, c'est un sans faute. Des fois, la capitaine Freeman, pour des ressorts comiques, elle est obligée de faire des trucs qui sont pas très capitaines, mais là, je l'ai trouvée parfaite. Il y a juste un moment où, par exemple, quand le Cerritos n'a qu'une seule nacelle, elle s'en étonne qu'on peut naviguer en distorsion avec une nacelle. Bah oui, s'il y a des classes de vaisseaux qui sont comme ça, tu devrais être un peu au courant en fait, parce que ça fait quand même genre des siècles que c'est comme ça. Mais hormis ça, j'ai trouvé qu'elle était vraiment, vraiment très très bien. Et ça m'amène donc du coup à la finalité, le fait qu'elle se soit rapprochée de son mari, l'amiral Freeman, c'est que tous les deux vont donc du coup diriger la base Stellar 80, donc là aussi ça boucle avec des choses qu'on a vues dans la saison, puisque la base Stellar 80 va se retrouver face à la faille dimensionnelle, multidimensionnelle, parce qu'elle a été stabilisée, elle n'a pas été refermée, ils n'ont pas eu d'autre choix que de la stabiliser, ce qui en fait une sorte de wormhole permanent, et du coup, comme les stations récentes, elles ne pourraient pas supporter parce qu'à cause de la nouvelle technologie, de Starfleet, ne pourrait pas être à proximité. Ils ont fait venir la base Stellar 80 qui du coup va avoir un tout autre statut à présent, et elle va être dirigée donc par l'amiral Freeman et la capitaine Freeman qui vont du coup emménager sur cette station. Et effectivement, ça donne quand même un petit aspect genre, allez, on ferait pas un petit spin-off là? Alors on le sait bien que non, mais c'est aussi le propre, je trouve, des bonnes fins, d'avoir des fins ouvertes qui ouvrent vers d'autres possibilités et vers donc des séries potentielles qui, même si elles ne se feront jamais, vont faire bouillir un peu le cerveau et l'imagination des fans qui vont écrire plein de fanfics. Et peut-être que moi je vais faire une petite BD là justement sur la base de Stellar 80. Du coup maintenant ce statu quo où du coup Freeman va devoir explorer le multivers. Après c'est pas totalement évident pour moi de... Pareil, c'est un peu comme Rutherford, j'ai pas très bien compris comment finalement la finalité du personnage du capitaine, c'était de se retrouver avec son mari. Alors déjà, j'avais pas très bien compris que l'absence de relation avec son mari, c'était un problème majeur pour elle, mais pourquoi pas après tout. Mais j'avais pas forcément anticipé que la finalité, c'était de se retrouver dans une station un peu pourrie, avec une mission un peu naze, parce que finalement, c'est de vérifier que rien ne va... C'est même pas comme dans Deep Space Nine où t'avais un trou de verre, donc tu pouvais avoir de la circulation d'une galaxie à l'autre, enfin d'un cadran à l'autre. Là, faut juste surveiller que rien ne dégénère. Non, c'est pas ça. Ils vont explorer. Là, il y a une nouvelle branche de Starfleet qui va s'ouvrir et dont elle est le pilote en fait. Ah d'accord, j'avais pas forcément compris. D'accord, ok. En fait, tu vois ce que dit Lily Sloan dans l'épisode précédent à Boimler. En gros, Starfleet, le Starfleet de cet univers-là, l'a intégré et se dit on va aussi explorer les autres dimensions. D'accord, j'avais pas compris ça. Donc elle est responsable de cette nouvelle mission d'exploration inter-univers. Ah oui, d'accord, ok. Alors je comprends un peu mieux parce que pour moi, si tu veux, se retrouver capitaine d'une station la plus pourrie de la galaxie au bord d'une faille spatio-temporelle, je trouvais pas ça forcément ouf comme destin. Donc, et c'est ça la finalité de Freeman, c'est qu'en fait, ses efforts ont été reconnus et là, elle accède à vraiment... non plus des missions de seconde classe, mais vraiment là, de premier plan, quoi. Ok, je comprends un peu mieux alors. T'as dormi pendant l'épisode ? Non, non, je te promets que non, mais j'avais poney. Je pensais juste qu'en fait ils avaient contenu, si tu veux, parce qu'ils parlent d'une espèce de... Donc je pensais qu'ils avaient contenu la brèche, mais j'avais pas compris que la brèche était encore traversable en fait. J'avais pas. Si elle l'est, puisqu'on voit justement le vaisseau du Boimler, l'autre Boimler, avec T'Pol, etc. On voit même Garak et Bashir. Ils le disent. Oui, Boimler le dit dans son journal de bord. Que ça reste une faille tout à fait exploitable. Bon, shame on me, désolé. Alors du coup, justement, c'est marrant parce que sur le Discord, ça a tout de suite créé des débats de nerds, bien sûr, dans le sens c'est pour ça qu'on les aime. Est-ce que ça veut dire que Star Trek Lower Decks n'est pas dans le Prime Universe, puisque dans Picard, on ne parle jamais Picard qui se passe quelques années après Lower Decks, on ne parle jamais de cette faille, et même Star Trek Prodigy se passe 1 an ou 2 après Lower Decks, on ne parle jamais non plus de cette faille multidimensionnelle. Est-ce que ça veut dire que Lower Decks n'est pas dans le même univers ? Alors moi je dis, à partir du moment où
on ne dit rien, on ne donne pas d'informations, on peut très bien imaginer ce qu'on veut. Pour moi, c'est dans le même univers. Et c'est simplement que dans Picard, c'était pas le sujet, donc ils n'ont pas parlé. Ils vont pas se mettre à parler de toutes les choses qui existent et qui se passent dans l'univers, alors que voilà quoi. Et peut-être ça se trouve entre la fin de Lower Decks et jusqu'à Picard ou Prodigy, peut-être que la faille n'a tenu qu'un an, peut-être qu'elle s'est éteinte. On n'en sait rien, on peut tout imaginer, donc on s'en fout. Pour moi, tant qu'il n'y a pas d'éléments là-dessus, on peut tout imaginer. Mais moi, je préfère imaginer quand même que Lower Decks est dans le Prime Universe et puis basta, quoi. Non, mais toi, t'aimerais que tout ça dans le Prime. Pas le Kelvin. Ah, bon, certes. À part Kelvin. Par contre, bon, alors c'est une déception de geek, hein. Je conçois que c'est pas super important, mais voilà. Quand ils ont dit que l'Enterprise allait arriver en retard, je pensais quand même qu'on verrait l'Enterprise à la fin, et je pensais quand même qu'on verrait Captain Worf et tout. Bon, ok, je sais, ça sert à rien, c'est pas le sujet de l'épisode et tout. Non. Mais quand même, à partir du moment où ils l'ont teasé, merde. Oh non, là t'exagères. Là, c'est vraiment, c'est vraiment pour dire, il y a que vous qui peuvent y aller. Parce que en temps normal, effectivement, pour un truc aussi important, on aurait envoyé l'Enterprise. C'était juste pour justifier pourquoi le Cerritos c'est pas autre chose, quoi. Donc moi je trouve ça très bien. Et en plus de ça, on a quand même eu des super clins d'œil, puisque les personnages ne changent pas, ils ont créé un bouclier autour du Cerritos qui fait que le Cerritos, lui, par contre, est altéré par les ondes de Schrödinger. Et du coup, on se retrouve avec un Cerritos qui ressemble à l'Enterprise E, à l'Enterprise D, à d'autres types de vaisseaux de Starfleet. Ça fait quand même... Pour les gros geeks qui adorent les vaisseaux, ça fait quand même vachement plaisir. C'était rigolo de voir les réactions des personnages en fonction aussi des vaisseaux. Oui, en plus, ouais. Et puis ce qui était drôle aussi, c'est quelqu'un qui fait la réflexion, mais oui, c'est Freeman qui dit, mais comment ça se fait que les oiseaux de proie Klingons, ils changent pas, ils sont pas altérés. Et puis Tana qui dit, mais non, si, en fait, ils le sont altérés. C'est juste qu'on s'en rend pas compte parce qu'eux, ils changent rarement de design de vaisseau parce qu'ils veulent juste que ça ressemble à des piafs pourris, quoi. Donc, D'ailleurs, je me disais j'étais content qu'ils aient fait la blague parce que au début tu l'as dit, les mises en scène sont sympas et au début, quand le Cerritos est attaqué par les Klingons, tu vois le gros oiseau de proie Klingon qui fait face au Cerritos et les petits oiseaux de proie qui lui volent autour, vraiment comme des oiseaux. Ouais. Ils ont vraiment et j'ai trouvé que ça fonctionnait super bien. Et à chaque fois, je me dis putain, c'est quand même le meilleur vaisseau Star Trek qu'ils aient jamais créé, quoi. Là-dessus, en effet, il y a pas besoin de l'améliorer, quoi. Ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, là-dessus, c'est vrai que ces petites... la façon dont ils se plaçaient, ça faisait vraiment prédateur, quoi, qui chasse en groupe. Et ouais, c'était plutôt sympa. Et d'ailleurs aussi, quand ils sont dans les ondes de Schrödinger, il y avait un oiseau de proie qui se transforme en vieux bateau Klingon, et du coup, tout le monde meurt. Évidemment, J'ai trouvé ça horrible et drôle à la fois. C'était très gênant. C'est ça. Mais du coup, ouais, tu te dis, ouais, effectivement, ça peut vraiment se transformer en tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, donc, il n'y a pas qu'une transformation en Klingon de Discovery, mais aussi en proto-Klingon, qui sont aussi une référence à un épisode de la nouvelle génération, quand ils régressent. En gros, les espèces de proto-Klingons, c'est un peu l'équivalent d'un homme de Néandertal pour l'humain, ou un truc similaire, quoi. Donc c'était aussi marrant de les revoir avec leur tronche un peu de Predator. J'ai cru que c'était un cousin de Predator. Ouais, mais c'est vrai que dans la saison 7, il y a un épisode comme ça où il régresse et il y a Worf qui va se transformer comme ça. Et il aura un peu une tronche un peu de Predator, ouais. Marina ? Que c'était une tronche de Predator ? Bah oui, bien sûr. Moi, je m'attendais pas. Là, j'ai été saisie. Predator et Marina dans une même phrase. Je me suis dit, référence en dehors de Star Trek, je me suis dit, c'est bizarre que Marina ne rebondisse pas. Predator est un de mes films préférés. J'adore choix de... Non, mais c'est vrai. Non, mais attendez, vous parlez à quelqu'un qui pense que Terminator 1984 est un film romantique et que Predator est un chef-d'œuvre. Il y a peut-être 100 lignes de dialogue et on a l'impression que c'est que du muscle américain qui est dans le film. Mais je trouve alors qu'il y a du muscle autrichien aussi, il n'y a pas que du muscle américain. Il y a surtout du muscle autrichien. Et tous les acteurs là, qui jouent les gros bras et qui se font dégommer par le prédateur, mais c'est magnifique. Et en fait, on arrive en retard au cinéma, on loupe les 5 premières secondes, on se dit oui, bon, qu'est-ce qui se passe ? Mais je dois dire que le film devient quelque chose d'autre au bout d'une heure et j'adore quoi,
Schwartzy qui va en mode commando à la fin, mais comme je l'ai dit, il y a 100 lignes de dialogue, mais c'est les bons dialogues. Et puis, par contre, ça tire plus que ça ne parle. Mais c'est un de mes films préférés. Donc oui, je valide. Et j'imagine que vous ne vous attendiez pas à ce que je fasse une digression de 2 minutes sur Predator, mais j'imagine, Guigui, que je t'avais manqué. Oui, ça m'avait un peu manqué, j'avoue, c'est pour ça que je t'ai tendu la perche. On s'attend toujours à tout avec toi, tu sais. Alors, qu'est-ce que vous pensez pour la suite? Parce qu'effectivement, donc on a eu plusieurs interviews de Mac McMahon et même du casting qui ont déjà dit, tout le monde a dit, si jamais les Lower Decks reviennent, nous on revient, on est chaud, hein, peu importe la forme. Donc ça pourrait très bien être, je sais pas moi, un film Lower Decks, ça pourrait être des caméos dans une autre série, ça pourrait être peut-être même, on l'a déjà évoqué la semaine dernière, un revival, c'est-à-dire à la Futurama. Rien n'empêche finalement une série aussi peu chère et facile à produire, entre guillemets, parce que c'est de l'animation, mais c'est quand même de l'animation entre guillemets, pas la plus chère quoi, à réaliser, même si ça a bien sûr son coût, hein, évidemment, mais c'est quand même pas le genre de série qui est si difficile à faire revenir si on en a vraiment l'envie, quoi. Donc, qu'est-ce que vous voyez pour la suite? Est-ce que vous pensez que faire un film Lower Decks, ça serait une bonne idée? Est-ce qu'un revival plus tard, ça serait une bonne idée? Qu'est-ce que vous pourriez imaginer pour la suite, vous? Moi, je veux bien prendre la parole là-dessus. Tout est potentiellement une bonne idée. Je pense que, vu le casting, ils ont prouvé qu'une apparition live de ces personnages était particulièrement à propos. Donc, tu vois, tout est imaginable et tout pourrait être cool potentiellement si c'est bien écrit. Surtout que la timeline rejoint celle de potentiellement la suite de Picard, etc. Le problème, il est pas tout à fait là. Le problème aujourd'hui, il est purement business. On sait que Paramount est dans une situation extrêmement compliquée. Ils viennent de se faire racheter. Est-ce que Kurtzman sera toujours à la barre de Star Trek? On ne sait pas. Est-ce que... Ça, on le saura dans 2 ans. Oui, enfin, ça va aller vite. Puis de toute façon, il n'y a rien en production. Donc 2 ans, les séries que tu verrais dans 2 ans, ça serait les séries qui seraient en production maintenant à peu près. Donc de toute façon, la question se pose un peu différemment. Ce que je veux dire, c'est que son contrat se termine en 2027. Donc ça veut dire que d'ici 2 ans, on saura à peu près si Kurtzman s'exploite encore, quoi. Monsieur Tavares, il devait finir l'année 2025 et t'as compris qu'à un moment donné, quand on veut te virer, on te vire. C'est pas... Bon, là-dessus, il n'y a pas trop de soucis. Kurtzman, il peut dégager demain, ça surprendra personne à Hollywood, comme Kathleen Kennedy, comme plein de monde. Donc pour moi, le problème aujourd'hui de Lower Decks, c'est pas Lower Decks, c'est même pas Kurtzman, c'est quel est le futur de Star Trek? Est-ce qu'ils vont continuer dans cet univers, ce qu'on appelait le Kurtzmanverse ou whatever? Est-ce qu'ils vont aller complètement ailleurs? Est-ce qu'ils vont faire un reboot complet? On est à peu près, et c'est peut-être ça l'échec majeur de Kurtzman. Finalement, en 2024, on est à peu près exactement au même stade qu'on l'était avant que Kurtzman reprenne la franchise. C'est-à-dire que tout est possible, tout est imaginable, mais rien n'est concret aujourd'hui. Rien n'est consolidé. Est-ce qu'on revisitera un jour l'univers Prime de Star Trek, celui de Picard, de Worf et compagnie? Je suis même pas sûr. Si on le revisite pas, ça veut dire qu'on ne reverra jamais l'équipage de Lower Decks et Seven of Nine et compagnie. Voilà, là les rumeurs ça parle plutôt de reboot encore, même de rebooter encore l'univers classique. Je sais pas qui a envie de voir un 3e reboot de l'univers classique de Star Trek, mais bon, admettons. Donc dans tous les cas, aujourd'hui le problème c'est un pur problème business et c'est pas vraiment un problème créatif. Si on voulait remettre les personnages de Lower Decks, on pourrait les mettre demain et d'ailleurs on aurait même pu faire une nouvelle saison. Il y a absolument rien qui empêchait de faire une nouvelle saison de Lower Decks. Ouais, c'est vrai que là en fait tout simplement la Paramount ils sont en train de réduire les coûts. Et on se disait que même si Lower Decks est pas trop cher, on se imagine que le ratio par rapport à ce que ça peut rapporter, il n'est pas suffisant pour que ça puisse continuer. Et d'ailleurs, là, ils ont annoncé aujourd'hui, ou c'était hier, je sais plus, que la petite émission de Will Wheaton, l'acteur qui jouait Wesley Crusher et qui fait justement des petites émissions d'après-épisode avec des interviews d'acteurs, etc., ça s'arrêtait aussi. Et on imagine bien que c'est pour des histoires de pognon, puisque c'est une petite émission qui coûtait pas très cher, mais qui rapportait rien, quoi. Mais qui faisait le service après-vente des épisodes, et donc qui était là pour le fandom de Star Trek. Mais si ce fandom n'est pas suffisamment grand et ne rapporte pas suffisamment, oui, on comprend que la Paramount, il coupe le robinet là aussi. Romain parlerait ça mieux que moi parce qu'il connaît l'industrie mieux que moi. C'est une industrie que j'ai quittée depuis quand même assez longtemps, mais c'est même pas un problème de rapporter, c'est vraiment un problème. Il y a plus de business model en fait, si tu veux, autour des séries télé aujourd'hui. Les séries télé, c'était un business model très rodé où tu produisais des pilotes que tu vendais à des chaînes de télé. Quand la série continuait suffisamment longtemps, ensuite la série elle passait en syndication, donc tu avais des nouveaux revenus. Tu vendais les séries à l'international, donc tu avais des nouveaux revenus. Tu vendais des DVD, donc tu avais des nouveaux revenus. Donc si tu veux, tu avais plein de revenus incrémentaux qui faisaient que produire de l'entertainment, c'était quelque chose de très très... Tu
ça rapportait beaucoup d'argent, quoi, si tu veux. Voilà, et c'était long. En plus, tu rapportais non seulement de l'argent au moment de la diffusion, mais tu rapportais de l'argent sur des années. Une série comme Seinfeld, elle continue de rapporter des milliards de dollars. Ou Friends, ou Friends, 15 ans ou 20 ans après leur diffusion originale, même plus maintenant d'ailleurs, après leur diffusion originale. Là, le problème, c'est que depuis le lancement du streaming, ils ont même plus de business model. Donc, si tu veux, enfin, à part la chaîne elle-même, mais on sait bien que Paramount Plus, c'est pas un carton, c'est bien qu'HBO Max, c'est pas des cartons. À part Disney et Netflix, il n'y a pas de success story. Et encore, même sur Disney, il y aurait beaucoup de choses à dire. Donc, le problème, il est là aujourd'hui. Même, tu vois, Strange New Worlds, on a l'impression que on nous l'a un peu vendu comme une vache à lait, un succès machin. Mais moi, personnellement, s'ils nous annonçaient que la saison actuelle de Strange New Worlds serait la dernière, ça ne me surprendrait absolument pas et je serais même assez surpris que ce soit pas le cas. Sauf si on se rend compte plus tard qu'il y avait déjà des contrats qui avaient été signés sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, Ça va jusqu'à etc. la saison 4. Non, mais si, ça c'est sûr, on le sait. Oui, mais même ça, il y a rien qui est gravé dans le marbre, tu vois. Les Chris Pine et compagnie, ils avaient encore des contrats, tout ça empêche jamais, en fait, si tu veux, de conclure. Là, on est vraiment dans un moment de forte, une zone de turbulence majeure à Hollywood, et Star Trek qui est un peu cette espèce de franchise qui a du mal quand même à redevenir, je parlais de vache à lait, ça a du mal à redevenir la vache à lait, Star Trek. C'est un truc un peu confortable. Tu sais que si tu fais une série Star Trek, tu vas avoir des gens que tu vas attirer, tu vas avoir du buzz que tu vas attirer, mais c'est pas non plus le truc où tu fais cling-schling comme un film Star Wars il y a 10-15 ans où tu rapportais, ou un film Marvel il y a 5 ou 10 ans où tu rapportais 1 milliard par film, si tu veux, où là il y avait vraiment aucun problème. Et Star Trek est en plein dans cette zone grise comme ça, et moi je suis désolé, mais je suis assez pessimiste en fait, et ça dépasse de loin les histoires de Kurtzman, de machin, de trucs, mais je suis assez pessimiste sur le futur de la franchise à court et moyen terme en fait. Ouais. Bon, on fera des podcasts sur les vieilles séries comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc du coup, pour conclure sur Lower Decks, quel est votre épisode préféré et votre saison préférée? Moi, c'est clairement le premier épisode de la 2e saison. Celui où Ransom, il a une grosse tête et il veut manger le Cerritos? C'est ça. Et alors cet épisode, franchement, je suis tombée amoureuse de Lower Decks avec cet épisode. Donc, C'est vrai? mais cet épisode, je l'ai trouvé génial. Il y avait plein de références à la série classique. Il y a un autre épisode que j'ai beaucoup aimé, c'est celui... alors, c'est plutôt un crossover, donc c'est pas vraiment Lower Decks, c'est le crossover avec les vrais personnages, où en fait, de Strange New Worlds. De Strange New Worlds, oui, mais c'est un crossover, parce qu'il y a Lower Decks et Strange New Worlds, avec le gardien de The City on the Edge of Forever, que je trouvais bien mieux Non, alors là, tu confonds complètement, ça c'est dans Discovery. Le gardien, il est pas du tout dans le crossover avec Strange New World. C'est juste un portail, c'est complètement autre chose. Alors, je rétropédale. Merci d'avoir corrigé. J'étais persuadée que c'est le gardien qui était impliqué. Cet épisode Stranger Worlds Lower Decks, j'ai beaucoup aimé, mais c'est l'épisode de la deuxième, le premier épisode de la 2e saison avec Tête géante de Ransom. Là, j'ai trouvé il y avait plein de références à Star Trek et ça montrait que la série se prenait absolument pas au sérieux et en même temps elle faisait beaucoup d'humour. Donc voilà. Ok, bon moi c'est un épisode que j'avais pas du tout aimé, je me souviens, mais ok, je comprends. Tous les goûts sont dans la nature. Et toi, Romain? J'ai un souvenir un peu lointain, mais assez ému d'un épisode de la première saison où c'était une histoire d'holodeck dans lequel Mariner créait un film et elle était la méchante de ce film, et t'avais plein d'idées de réalisation qui étaient super malines, où il rentrait dans l'écran, il sortait de l'écran, machin, bidule, chouette. C'est le 9. Ouais, ça doit être ça. Ouais. Et je garde un assez bon souvenir de cet épisode. Voilà, donc c'est assez facile pour moi de dire que la dernière saison est ma favorite pour le coup. Un peu plus difficile il faudrait que je revoie la série une fois pour te répondre de manière formelle sur cette question. L'épisode avec les bétazoïdes là, de la saison 4. Ah oui. Avec les bétazoïdes qui sont infiltrés et on pense que c'est elle qui cause un problème, mais en fait non, c'était Téline. Ah, il était bien celui-là, il était pas mal. Où il y a Girafe qui a fait justement un super cosplay d'une des bétazoïdes. Oui, exactement. Alors moi, des épisodes préférés comme ça, j'en ai plein. Et effectivement, les épisodes holodeck, les Crisis, les deux, parce qu'il y en a un dans la saison 1 et un autre dans la saison 3, je les ai trouvés vraiment fantastiques. Alors pour les raisons que tu as évoquées, mais aussi pour les raisons d'écriture. C'est là où je me suis rendu compte que les personnes, en tout cas dans la saison 1, que la série allait être beaucoup plus qu'une simple parodie, que les personnages allaient vraiment nous émouvoir et nous porter en fait.
Donc il y a ces épisodes-là, il y a aussi l'épisode 5 de la saison 3 où Rutherford combat son double du passé, en quelque sorte. C'est vraiment un épisode, c'est l'épisode que Laurent évoquait, que je trouve aussi... en termes émotionnels, il était aussi assez fort, et tout comme les 2 derniers épisodes de la saison 4, où Mariner, en fait, fait le lien avec l'épisode Lower Decks de la nouvelle génération, j'ai trouvé ultra émouvant, où elle évoque justement cette enseigne qui est morte et dont elle se sentait proche, et donc c'est des événements qu'on connaît bien dans la nouvelle génération. Donc j'avais trouvé ça vraiment assez fort, et pareil, toujours super mise en scène, belle musique, vraiment des beaux dessins, etc. Mais l'épisode vraiment que je préfère, et qui m'a vraiment troué le cul, et je m'en souviens, j'avais dit « Ah, c'est le meilleur épisode Star Trek depuis Deep Space Nine », c'est l'épisode 9 de la saison 2, qui j'ai du mal à le dire, parce que quand même, c'est en Klingon, c'est Jeff Duge, c'est celui où on découvre Téline et Mar, justement, où on voit en fait plusieurs Lower Decks sur plein de vaisseaux différents. Donc on voit les Pakled, on voit les Klingons, on voit les Vulcains, et on se rend compte en fait au bout d'un moment que tout ça c'est lié, ça forme une vraie histoire, et c'est une bonne introduction pour le personnage de Téline et de Ma. Et aussi cet épisode a même carrément été nommé aux Hugo Awards dans la catégorie meilleure série dramatique, quoi. Parce que c'est vrai que c'était ultra bien... l'épisode était drôle, mais il n'était pas que drôle, quoi. Il racontait aussi des choses, et en termes de bataille spatiale, c'était quand même... c'était stylé, quoi. Moi, je me souviendrai... j'ai encore des frissons quand je vois le vaisseau Vulcain arriver protéger le Cerritos. Ouais, ça m'a fait un truc, tu vois, je m'y attendais pas. Enfin, c'était vraiment... pour moi, j'étais vraiment devant Star Trek, quoi, plus que jamais devant cet épisode. Donc là, cet épisode-là m'a beaucoup marqué. Et je suis pas le seul, puisque cet épisode a dû avoir tellement de succès que, justement, ils ont intégré Téline et Ma dans des personnages récurrents, importants de la série, jusqu'au point de les faire intervenir dans le dernier épisode, quoi. Captain, incoming message. Bon, je suis un petit peu égale à Mariner, en fait. J'ai la tête ailleurs, je ne pense jamais à rien. Non, si, j'arrive à penser à des choses, mais parfois, je suis un peu à la ramasse, et là, pour le coup, j'étais grave à la ramasse. Voilà, on va pas se mentir, c'est bientôt les fêtes, c'est un peu la merde, ça court de partout. Voilà, je suis trop proche de mon personnage, je crois. C'était une super dernière saison que j'ai bien kiffé. C'est chiant que ce soit la dernière, parce que franchement, c'était plutôt sympa, c'était récré de bosser là-dessus. Et ouais, Mariner, elle va me manquer, parce que... je pouvais être moi, quoi. Je pouvais insulter plein de gens et être désagréable. Et on me disait « Ah, c'est sympa ce que tu fais !» On n'avait pas du tout le sentiment qu'en fait c'était complètement réel quand j'insultais les gens et que je les envoyais bouler. Voilà, je la kiffe bien, ma petite Mariner, elle va me manquer. Bon, en tout cas, j'ai bien kiffé, c'était super. Et puis je pense que je fais un dernier pied de nez en laissant un message très tardif. Alors même après l'heure nécessaire de message. Et c'est là où on me reconnaît bien. Bon, voilà. Des gros bisous quand même. Et puis bonne fête de fin d'année. Putain, on me changera pas, surtout pas à mon âge. Putain de ta mère. Bon, voilà, bisous, salut. Journal de bord du membre d'équipage Romain Nigita. Désolé, je ne peux pas être avec vous pour ce dernier épisode de Lower Decks, mais je vous envoie quand même ma petite capsule depuis l'outre-espace. Eh bien, c'est la deuxième fois cette année qu'on dit au revoir à une série Star Trek, puisque évidemment, mai dernier, c'était la fin de Disco après 5 saisons. Là aussi, c'est la fin de Lower Decks après également 5 saisons. Et autant dire que c'est pas du tout la même ambiance pour la conclusion de chacune de ces deux séries. S'il y en a bien une, comme en tout cas, personnellement, je vais regretter, c'est bien évidemment Lower Decks. Je ne regrette pas du tout Disco. Et cette ultime saison est bien plus réussie que la dernière de Disco. La série tout entière est bien plus réussie que Disco. En ce qui concerne la saison, cette 5e saison, moi j'en avais déjà parlé lors de ma capsule de l'épisode 8, donc je ne vais pas revenir dessus. Ce dernier épisode, je le trouve en tout cas très, très satisfaisant pour une fin de série, alors qu'on sait que Mike McMahon ne l'avait pas du tout écrit comme la fin de la série, mais juste comme la fin de la saison. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sonnent vraiment comme une fin de saison. Évidemment, en premier lieu, le speech final qui explique que tout l'équipage du Cerritos est composé de personnes avec plein de défauts, mais qu'ils arrivent tous à travailler ensemble, etc. Ça fait vraiment la synthèse de toute la série. Donc c'est vraiment parfait pour conclure cet épisode, cette saison et cette série tout entière. Pour revenir un peu plus sur l'intrigue précise, c'est marrant parce que dans le podcast précédent, Guigui
semblait penser que si l'implant de Rutherford ne marchait pas bien et envoyait un laser super dangereux, ça serait sûrement utilisé dans ce dernier épisode. Et ben finalement, on voit que pas vraiment, enfin en tout cas pas en tant que Carm, mais plutôt sur le fait que cet implant ne marche plus très bien, qu'il en a marre et qu'au final, il décide de s'en passer, ce qui est vraiment la conclusion de l'évolution du personnage. Donc c'est très malin et très intéressant justement d'avoir fait de cet élément qui aurait pu être juste un élément d'intrigue, un espèce de Deus Ex Machina. Non, au contraire, ils en ont fait quelque chose pour montrer à quel point Rutherford a changé au fil de ces 5 saisons. Donc c'est, en tout cas en termes d'évolution de personnage sur cet épisode, ce qui est le plus réussi, le plus touchant aussi pour la série. Dans les autres événements de l'épisode, le fait que finalement cette nébuleuse va impacter le vaisseau lui-même et pas les personnages en tant que tels, là je dois avouer que c'était une très bonne surprise, puisque ce que j'aurais été avec l'épisode précédent, c'est le fait que on avait un peu la tarte à la crème du multiverse et à la fois il se moquait de ça mais il l'utilisait quand même. Là on n'a pas du tout les versions alternatives de chacun des personnages de la série, mais des versions alternatives du vaisseau, et ça c'est franchement original. Je l'avais pas vu venir et c'est assez bien utilisé. Donc bon point sur cet élément-là qui justement évite un peu la fatigue du multiverse. Par contre, la bataille spatiale en tant que telle dans une grosse nébuleuse rouge avec 2 vaisseaux qui se coursent un peu façon sous-marin, c'est quand même le énième clin d'œil dans la franchise à la célèbre scène de Star Trek 2 La Couleur de Khan. D'accord, film mythique, ça je pense que tout le monde le pense, mais je dois avouer que j'en ai un petit peu marre qu'on rende tout le temps hommage à cette scène-là. Dès qu'il y a une bataille spatiale dans Star Trek, il faudrait peut-être un peu voir ailleurs. Autre micro-déception là aussi pour rebondir sur ce que j'avais dit dans le podcast de l'épisode précédent, finalement l'équipage de Anaximander est donc commandé par William Boyler. On le voit quasiment pas, il y a juste un plan à la fin lors du speech, mais finalement il ne joue aucun rôle dans l'épisode. Je trouve ça un petit peu dommage et ça renforce pour moi cette impression que l'épisode 9 était un gros délire proche de la fanfiction. Mais sinon comme je le disais au début, épisode assez satisfaisant, saison satisfaisante, mais pour autant, est-ce que c'est la meilleure saison de la série ? Je pense que non. Déjà parce qu'il y a beaucoup d'épisodes qui n'ont pas laissé une grande impression, voire pas l'impression du tout, alors qu'il y a des choses dans les saisons précédentes vraiment que je retiens, comme les Mark Twain par exemple en saison 4. Donc la série en elle-même a un très bon niveau, surtout à partir de la saison 2. Je crois que la saison 1 est un tout petit peu en dessous, mais je dirais que non, cette saison 5 malheureusement est pas la meilleure. Je pense que les saisons 2, 3, 4 sont quand même un cran au-dessus, je dirais que même les 2 et 3 clairement surnage. Est-ce que c'est la meilleure saison de Star Trek de cette année 2024 ? Presque. Clairement, Prodigy saison 2, c'est la meilleure saison de Star Trek de cette année. Mais Lower Decks reste quand même, je pense, une grande date pour la franchise. Qu'est-ce qu'on peut espérer derrière ? Est-ce que la série pourrait revenir ? Moi je pense que oui, avec le format annuel. Est-ce qu'on pourra avoir une série dérivée ? C'est clair qu'il y a une énorme perche tendue à la fin avec la Starbase 80 qui surveille l'espèce de vortex un peu façon Deep Space Nine avec le wormhole. C'est clairement une super opportunité de faire une série avec ce même type d'humour mais avec un cadre un peu différent. Est-ce qu'on verra un jour cette série ? Pour l'instant, il n'y a évidemment aucun signe qui permet d'espérer, mais oui, c'est clairement la meilleure opportunité de voir perdurer ce petit recoin de cet univers Star Trek qui vraiment a été une excellente surprise, alors que je faisais partie de ceux qui, avant de voir les premiers épisodes, n'y croyaient pas trop. J'avais peur vraiment d'une simple parodie, d'un simple pastiche, et c'est pas du tout ce qu'on a eu. C'est vraiment des personnages attachants, un peu à la façon de Futurama, qui nous a fait nous attacher à Lila et Fry. Là, on s'est clairement attaché à tout l'équipage du Cerritos. Chers amis, j'espère tous vous retrouver l'année prochaine. Je vous souhaite de bonnes fêtes, ainsi qu'à toutes les personnes qui écoutent ce podcast. Merci encore à vous toutes et à vous tous de nous écouter, et à très bientôt à bord de la station du Quadrant Pop. Program complete. Avant le journal de bord de Romain Nigita, c'était Olivia Lucioni qui fait la voix française de Mariner, qui nous a envoyé sa capsule un petit peu en retard, mais heureusement, on a eu le temps de la caser dans le montage final. Alors du coup, ma petite question que avait deviné Marina, que j'allais vous poser, c'est, selon vous, dans le classement des fins de Star Trek, où se situe Lower Decks ? Alors on va commencer avec toi, Marina. Moi, ça se situe dans le haut du panier, mais pas tout en haut, parce que comme vous le savez,
si vous êtes des auditeurs et des auditrices fidèles, j'adore Star Trek Deep Space Nine et je pense que What You Leave Behind, ça concluait magistralement la série. Ça offrait des résolutions poignantes à toutes les intrigues majeures et aux arcs des personnages. Et en fait, c'est l'ultime offensive contre le Dominion. Les tensions sont à leur paroxysme et Tywin libère les Pavreath des grottes de feu. Sisko est confronté à des choix difficiles. Les crottes de feu? On a compris les crottes de feu. Oui, les crottes de feu. C'est le genre de blague que je fais à ma fille, faut pas m'en vouloir. Et dans les grottes de feu, espèce de mauvais esprit. Et voilà. Et donc la dernière scène où on voit Kira et Odo et puis toute la promenade, il y a tellement de nostalgie dans cet épisode à la fin. On sent que la vie continue, que maintenant Kira est aux commandes, qu'il s'est passé plein de choses et je veux spoiler personne, et notamment Marie-Paul. Mais il y a beaucoup de... Les arcs narratifs sont clos, il y a une profondeur émotionnelle, il y a des thématiques adultes et une grande qualité de production pour l'époque, hein, parce que bon... Maintenant, je pense que si je le revoyais, voilà, je me dirais, oulala. Non, si, franchement, ça tient encore bien. Le seul truc qui est embêtant, c'est que c'est pas en HD, quoi. Mais non, franchement, à part les grottes de feu, ça se laisse plutôt bien regarder, quoi. En termes d'effets spéciaux, les vaisseaux, les batailles spatiales sont toujours aussi classe, quoi. Voilà. Et moi, franchement, ça montre beaucoup d'action et d'émotion. Ensuite, je mets All Good Things de Next G parce que il y a tout, il y a Q, il y a le passé, le présent, le futur, il y a une résolution, il y a des enjeux, il y a cette partie de poker qui conclut l'épisode où tout est résumé en fait sur les liens qui unissent cet équipage et Picard qui les rejoint pour la première fois et ça se termine par The Sky is the Limit. Et bien sûr, je ne compte pas la série originale parce que c'est pas vraiment un épisode de clôture. Donc voilà et ça se met, pour moi, Lower Decks, ça se met juste derrière, c'est Deep Space Nine et Next G. Voilà. Et toi, Romain? J'ai ouvert mon plus beau notepad pendant que Marina parlait. L'avantage avec Marina, c'est que ça laisse toujours le temps de réfléchir, et ça, c'est important. Chaque intervention de Marina est un puits de réflexion intérieure. J'ai eu le temps de faire ma vaisselle et de faire cette liste. Je ferai la liste suivante. TNG en 1, DS9 en 2, Picard en 3. Attends, t'as dit quoi? Oh non, tu mets Picard en Lower Decks. TNG en 1, la Next Generation, la nouvelle génération en 1, DS9 en 2, Picard en 3, parce que j'ai adoré le final et j'ai adoré la dernière saison. Voyager en 4, pourtant une série que j'aime pas beaucoup, mais j'aime bien le final. Prodigy en 5, Lower Decks. Attends, Prodigy n'est pas terminé, je veux rien savoir. Ok, bon. Prodigy en Dotted Line 5, comme on dit dans le monde corporate. Lower Decks en, du coup, j'en suis où 2, 4, 6. Enterprise en 7 et Star Trek Classic en 8. Et Discovery, les gars. Poubelle. Ah putain, Discovery, merde. Discovery juste avant Classic, donc en 8 et Classic en 9. Ah d'accord, donc du coup pour toi la fin de Star Trek Classic c'est pas Star Trek 6 quoi. Ouais, non mais voilà, non mais Marina a raison, de toute façon on devrait même pas mettre Star Trek Classic dans le classement, donc c'est pour ça que je le mets pas, il y a pas de fin. Star Trek 6 c'est une meilleure fin que pratiquement tout ce qu'on a cité, mais c'est pas la fin de la série, donc Star Trek Classic c'est forcément dernier. Bon. Et toi, Marie-Paul, sur les séries que t'as vues? Picard, bien évidemment. Bah écoute, vu que j'ai pas eu le temps de finir Prodigy avant de plus avoir accès à Paramount, même si c'est pas sur fini. Netflix? C'est sur Netflix. Paramount, c'est sur Netflix. Ah oui. Pour l'instant, c'est celle que je préfère, c'est la Lower Decks, de ce que j'ai vu. Alors on rappelle quoi, t'as vu la fin de Disco? Ouais, Picard. Et les autres, bah je pioche. Et Prodigy, c'est pas terminé. Non, Prodigy, c'est pas fini encore. Non, c'est pas fini. Il y aura une saison 3, j'en suis sûr, je le veux, il le faut. Oh bah oui, ça serait bien, elle est tellement bien cette série. Regardez-la si vous l'avez pas vue. Sinon, effectivement, le final de Prodigy de la saison 2 serait assez haut dans le classement parce que c'est une très bonne fin. Alors moi, mon classement à moi, c'est en premier la nouvelle génération parce que pour moi, cet épisode et ce double épisode, ce final est absolument parfait. Il résume à la fois une série et à la fois c'est une excellente histoire et à la fois ça case tous les personnages comme il faut. Franchement, pour moi, c'est une masterclass ce final. En 2, je mets Star Trek 6 quand même parce que pour moi, la série classique, sa fin, c'est Star Trek 6. Pour moi, les films Star Trek, c'est la saison 4 qu'on n'a jamais eue. Et en 3, je mets Lower Decks, parce que je trouve vraiment que, même si sa fin est classique, je trouve extrêmement réussie. En 4, je mets Deep Space Nine, que je mets pas plus haut, parce que
T'as raison, Marina, il y a beaucoup de thématiques, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes, mais le dernier épisode en tant que tel n'est pas si réussi que ça, parce qu'il est très déséquilibré avec son histoire avec Ducat, qui est mal géré, qui est complètement mal géré. Du coup, ça, c'est très dommage, parce que, en fait, les derniers épisodes, ça forme un feuilleton sur les 10 derniers épisodes, en fait. Et le dernier épisode, le dernier, et du coup, ouais, il rate un peu son épilogue, quelque part. Non, c'est vrai qu'il est un peu rapide. Disons qu'on nous tease un truc, toute une saison de 24 épisodes pour que ce soit torché seulement 10 minutes avant la fin, quoi. Alors que tu te dis, bon, ça aurait mérité un épisode entier, en fait, et de plus d'ampleur de tout ce qui est teasé, parce que ça aurait pu être une menace encore plus grande que la guerre contre le Dominion. Enfin bref, peu importe, on en parlera le jour où on fera un podcast sur Deep Space Nine. Ensuite, après Deep Space Nine, moi je mets Picard en 5e, parce que effectivement, comme Romain, j'ai bien aimé cette série, mais bon, là c'est vraiment, là vous voyez, ça devient... On entre dans la partie basse du classement déjà. Ensuite, il y a Discovery, pour toutes les raisons qu'on a déjà développées dans le podcast en question. Et après, je mets Enterprise, parce que moi, même si j'aime bien le concept, franchement, c'est pas un final que je vais revoir avec plaisir, parce que de toute façon, la série elle-même, je la regarde pas avec plaisir. Et en dernier, je mets Voyager, parce que même si j'adore la série Voyager, son final, je le trouve complètement claqué au sol. Là-dessus, franchement, il n'y a rien qui va. Le personnage de Janeway, les Borg, qu'est-ce qu'ils font là, et le plan final, c'est vraiment un ratage complet, ce final. Je comprends même pas comment ils ont pu l'écrire en pensant que ça ferait un bon épisode, quoi. Enfin voilà, donc voilà, ça c'est mon classement, et ça veut quand même dire que Lower Decks est dans le top 3, quoi. On te reposera la question dans un an, on verra. Je suis sûr que tu auras changé d'avis. T'es une vraie girouette. Ah non, là-dessus, non, je suis sûr que... Ah non, parce que moi, mes avis sur Deep Space Nine, la nouvelle génération, ça changera pas, c'est sûr. Ça. Après, si tu me dis que Prodigy, il y aura pas de saison 3 et que la saison 2, c'est la dernière, et que du coup, le dernier épisode de la saison 2 est le dernier épisode, là, effectivement, il y a des choses qui vont bouger, c'est sûr. Mais dans quel sens, j'y ai pas réfléchi encore. Bon, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire, du coup, pour conclure ? Au revoir. Que c'était de chouettes aventures, mais que vous allez nous manquer, quoi. Donc ouais, c'est c'est nul, peut dire non, voilà, là j'ai pas de moi j'ai pas de conclusion, en fait. Je veux pas que ça s'arrête. Maintenant on peut passer au moment promo Rocco et je peux parler de Marie-Paul. Ok, on va faire c'est ça. Bizarre. Donc voilà, là effectivement, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Donc voilà, on va passer à la partie Marina, qui s'appelle promo Rocco, qui a été rebaptisée la partie Marina. Donc Marina, qu'est-ce que tu peux nous promouvoir ou nous recommander ? Je voulais faire une petite critique des Garçons. Un bouquin qui a été compilé par Trina Robbins. Et en fait, elle est morte quelques semaines, c'est ça, avant la publication du bouquin. Elle n'a pas pu le voir imprimé et surtout voir ta superbe version française, Marie-Paul. Elle est morte en avril et la version française est sortie en octobre. Il y a le nom de Marie-Paul ici, derrière. Donc hommage aux traductrices qui font un énorme travail parce que c'est pas évident. Et voilà. Et donc, il y a des dessins incroyables dedans. Moi, j'ai adoré. Franchement, il y a une femme qui saute en parachute. Alors ça, c'est mon rêve. Faut savoir que c'est mon rêve de pouvoir faire ce qu'elle fait là en parachute. Et c'était il y a un siècle. Et les styles sont extrêmement différents. Et moi, franchement, j'adore ce style. Il y a plein de versions. Et franchement, moi, j'aurais adoré. Vous voyez, j'ai déjà la coupe à la garçonne. Et j'aurais adoré vivre il y a un siècle une vie à la Gatsby, à la Fitzgerald, noyée dans l'alcool et la... et la décadence. Tu peux le faire encore. Tu peux le faire quand même. Et tu vas chez Romain, je pense qu'il y a un beau stock déjà. Tout à fait. Je suis moi-même bourré ce soir, donc ça tombe bien. Donc voilà, c'était le moment parce que franchement, c'est un super bouquin. Alors on approche de Noël, donc c'est une belle occasion de cadeau. Et en plus, on a le sentiment d'apprendre des choses et c'est pile ce que j'adore, c'est-à-dire le côté rétro, le côté féminin, féministe. Alors oui, il y en a certaines, elles peuvent paraître un peu nunuches et tout, mais il y a toujours un côté second degré. Il y a un petit côté, on a envie de vivre cette vie, de s'habiller. Elles ont un style incroyable, des personnalités différentes. Et j'ai peut-être laissé Marie-Paul rebondir vu que elle a été au cœur et ça a gagné un prix, Marie-Paul. Tu veux peut-être en parler ? Déjà, merci beaucoup pour ton avis et de faire cette reco, ça me touche énormément. Et il faut savoir que oui,
oui, je suis la traductrice, mais je suis aussi la coéditrice, puisqu'en fait, c'est moi qui ai apporté le projet aux éditions Bliss. Donc, c'est un livre qui parle des autrices de bande dessinée dans les années 1920-1930. Pourquoi les autrices oubliées? Parce qu'en fait, l'histoire des bandes dessinées est écrite par des hommes, et donc ils ont tendance, comme dans toute l'histoire en général, à oublier les femmes, que les femmes ont une importance, elles existent, elles ont fait des tas de choses, des tas de réalisations. Et l'idée, c'était effectivement de revisibiliser ces 5 autrices qui sont pour l'époque très avant-garde, puisque les Garson, c'est donc effectivement les femmes à l'époque qui se coupent les cheveux, leurs vêtements raccourcissent, elles fument, elles boivent, elles sortent, elles s'émancipent en fait, et c'est pour ça que c'est hyper intéressant aussi, c'est une belle photographie de l'époque, puisque c'est des pages, des planches de bande dessinée et des strips de bande dessinée qui paraissaient dans les journaux tous les dimanches, en tout cas pour les grandes pages en couleur. Et c'est hyper intéressant de retracer la vie de ces autrices et de remettre dans le contexte tout ce qu'elles racontent, parce qu'effectivement, il y a des histoires qui sont un peu encore, qui nous semblent un peu niaises, mais qui, pour l'époque, je pense que ça a dû hurler dans pas mal de foyers de lire ces choses-là. Et ça a été un travail assez difficile, satisfaisant au final. Le livre est superbe et la lettreuse Laura Lobook, elle a fait un travail de ouf. Ouais, il est vraiment beau. Mais le taf de traduction a été chaud parce que il y a beaucoup de termes de mode, puisque c'est beaucoup, ça apparaissait dans les pages de journaux aussi dans la mode. Tout l'argot, tous les jeux de mots de l'époque et tout ça, donc ça a demandé un travail assez colossal. J'ai perdu quelques points de santé mentale, mais au final, il a eu un prix, les First Print Awards, le prix Matrimoine des comics. Il est en lice pour le prix Patrimoine du Festival d'Angoulême, qui est le festival national en France de la bande dessinée. Et là, c'est sorti hier, et il est aussi en lice pour le prix Artemisia, qui est un prix qui récompense le travail, les ouvrages faits par des femmes. Donc ça, je suis super contente qu'il soit dans la liste. Trina j'avais eu pour son autobiographie, le prix Artemisia du Matrimoine il y a 2 ans, donc ça serait trop bien que Garson ait un équivalent cette année. Donc on le saura, tout ça on le saura en janvier. Eh ben bravo. Merci. Et je rajoute que l'impression des planches de l'époque est magnifique. En fait, on n'a pas de mal à lire les planches qui ont un siècle. La qualité de l'impression est excellente, et ça compte beaucoup, parce que je me souviendrai toujours d'une exposition que j'avais été voir au musée d'Orsay il y a 20 ans sur Mondrian, et les peintures de Mondrian qui étaient exposées au musée d'Orsay étaient incroyables. J'ai voulu acheter le catalogue, il y avait des paysages de nuit qui étaient représentés, qui étaient de magnifiques bleus. Et la qualité de l'impression... C'était pas bien imprimé. Voilà, et la qualité d'impression était une catastrophe. Le bleu n'avait plus ce velouté incroyable que Mondrian lui avait donné. Donc c'est pour ça que j'insiste. Le livre n'est pas si cher que ça, je trouve qu'il est tout à fait abordable. Et la qualité de l'impression rend la lecture très agréable. Donc bravo Marie-Paul pour ton travail d'éditrice, c'est magnifique. Merci beaucoup. Et du coup, toi, Marie-Paul, qu'est-ce que tu aurais à recommander ou promouvoir? Comment passer après ça? Écoutez, moi je vous recommande d'écouter les podcasts du Coin Lecture qu'on fait avec Manu et Corée et des invités de temps en temps. On en a fait 2 là ces 2 dernières semaines, puisqu'on n'en fait pas pendant les vacances. Donc c'est sur le Coin Pop aussi, on parle de livres, bien évidemment, ça s'appelle le Coin Lecture. Et on est en live Twitch quand on les fait, quand on arrive à être disponible, quand on n'est pas malade ou submergé de travail. Ok, c'est noté. De toute façon, moi, je viens dès que je peux, en général. Oui. Mais j'ai quand même une petite reco à faire, c'est concernant un autre podcast du label Bonus Tracks. Il s'agit de la JDR Academy, la Jeu de Rôle Academy, qui, pour fêter la fin de Lower Decks, ont réalisé donc un jeu de rôle Star Trek Lower Decks, avec Rémi, notamment, qu'on a déjà accueilli ici dans le cadran pop. Et donc, on a un beau petit épisode sur Star Trek Lower Decks, et donc c'est sous le label Bonus Tracks de la JDR Academy. Donc je vous le conseille, c'est vraiment sympa. Et toi, Romain ? Moi, je vous conseille la nouvelle série Star Wars qui s'appelle Star Wars Skeleton Crew. Je n'attendais absolument rien, mais alors vraiment rien du tout. Il s'avère que c'est
de loin ce qui a été fait de mieux depuis le rachat de Star Wars par Disney. Ah, carrément. Ça s'adresse à absolument tout le monde, donc autant j'avais beaucoup défendu Ahsoka, mais j'avais totalement conscience que Ahsoka c'était une série de gros geeks qui avaient maté tout Rebels, etc., etc. Là, c'est pas du tout le cas, au contraire, c'est vraiment la série. Je pense que si ma petite avait 2 ans de plus, c'est vraiment la série avant tout le reste que je lui montrerai, avant même les films Star Wars d'origine. C'est vraiment trop bien. Bon, il y a une énorme influence des Goonies, hein, vraiment, même la musique. C'est exactement la référence que j'ai donnée aussi en parlant. C'est quasiment un rip-off des Goonies, faut être honnête, mais ça fonctionne. Je pense, faut jamais parler pour les gens, mais je pense que s'il y a une série dont George Lucas serait vraiment fier s'il avait encore envie de dire du bien de Disney, je pense que de très loin ça serait Skeleton Crew, parce qu'il a toujours dit que Star Wars c'était une série pour les enfants à la base, et là on est là-dedans sans rien enlever de la qualité de Star Wars, des vaisseaux, de la vitesse luminique, etc., etc. C'est juste trop bien. J'espère que ça va continuer comme ça avec cet acteur anglais magnifique qui s'appelle Marina Jude Law. Voilà. Le saint futur chauve qui rassure tous les gens qui se dégarnissent. Voilà. Qui est parfait. Ils ont réussi une espèce de fusion entre ce qui pourrait être un Jedi, mais en même temps, alors on sait pas trop, au moment où je vous parle, on sait pas encore trop quelle est l'histoire de ce personnage, mais c'est une espèce de fusion chelou entre Han Solo et un Jedi en fait. C'est très très bizarre son personnage, mais du coup c'est très réussi et les gamins sont ultra attachant. Alors les gamins sont attachants, il y a aussi un personnage qui est, à mon avis, qui restera emblématique. Je pense que si je le montre à ma fille, je suis obligé de lui acheter la poupée, le truc, qui est c'est un enfant, mais c'est cette race d'éléphant bleu qu'on voyait dans l'orchestre dans le Retour du Jedi. Sauf que là, tu vois, c'est cette race-là, Marina, mais en version enfant, en fait. Et le personnage, il est trop réussi, mais vraiment trop réussi. J'ai beaucoup parlé des Goonies, mais il y a aussi un petit peu de Harry Potter dans le dernier épisode que j'ai vu avec un hibou, comme ça. Il y a plein de... Ouais, il y a Mathieu Kassovitz dans le dernier épisode. Il y a Mathieu Kassovitz, alors ça, là, j'ai failli éteindre la télé, quand même. Ouais, j'avoue que je suis un peu tombé de ma chaise. Harry Potter, Mathieu Kassovitz, ça fait 2. Ouais, je suis refroidi direct. Non, Harry Potter, c'est sur un truc très précis, un personnage de cartographe qui est joué par un hibou. Le personnage est très réussi. Enfin bon, moi pour l'instant, je trouve que tout est réussi. Même Kassovitz, avec qui j'ai vraiment du mal, Marie-Paul, je te rejoins là-dessus. Même lui, il n'arrive pas à totalement être antipathique et totalement être détestable dans l'épisode dans lequel il joue. Donc, regardez Skeleton Crew, c'est vraiment une grande réussite. Ouais, même moi qui chie sur Star Wars dès que je peux, en l'occurrence, je trouve ça vraiment chouette. J'ai même dit à mon frère de regarder pour qu'il le montre à ma nièce, parce que ça peut peut-être lui plaire, et ça marche bien. Après, moi, je continue à préférer Andor, mais parce que ça, c'est mon côté Andor. Ça, c'est ma préférée, c'est mon œuvre préférée de Star Wars. C'est ce que j'attendais de Star Wars depuis toujours. Mais donc, Skeleton Crew, ça marche bien. Pareil, mais en tout cas, moi, ça m'embête parce que dans le Discord du Cadran Pop, dans les parties spoilers, on ne parle que de cette série au lieu de parler de Lower Decks. Voilà, c'est dit. Non, ouais. Et je trouve ça scandaleux. Et du coup, on va arrêter le podcast là-dessus. Donc, rendez-vous pour Noël sur le site podcast.lecadranpop.fr pour retrouver notre fanzine en version PDF, donc on vous l'offre, c'est notre cadeau de Noël. Et rendez-vous vendredi prochain en podcast, mais aussi en vidéo sur la chaîne YouTube du Coin Pop pour le quiz numéro 3 qu'on a enregistré à Metz. Vous verrez, c'est assez drôle. Et voilà. Et d'ici là, on vous souhaite donc de joyeuses fêtes. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que si nos podcasts vous plaisent, de nous mettre 5 jolies étoiles et sympathiques commentaires sur les applications où vous nous écoutez. Et que vous pouvez nous retrouver donc sur notre Discord, notre Blue Sky, notre Facebook et notre site, donc comme je l'ai dit, podcast.lecadranpop.fr. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous de joyeuses fêtes de fin d'année. Bon boudin. Bonne fête. Ciao tout le monde. Par contre, je pense qu'il faut la refaire, Guigui, t'as dit Metz. T'as fait une horrible erreur de prononciation.
Une bonne histoire, c'est souvent un bon personnage qui peut échapper à son auteur ou son autrice et même être récupéré par d'autres conteurs et continuer à rencontrer le succès. Comment Cthulhu, Dracula, Wonder Woman ou le Docteur réussissent à devenir des exemples, des archétypes, des légendes. Ce sont à toutes ces questions et bien d'autres qu'on essaie de répondre dans le podcast Au Panthéon des légendes. Avec une équipe d'experts différente à chaque numéro, on décortique l'histoire éditoriale de chacun de ces personnages fictifs ou inspirés de faits réels pour tenter d'expliquer le mythe qui les entoure. Cléopâtre, Gérald de Rive, Morgane La Fay, Elric de Melnibonnet, toutes et tous ont ou auront leur place. Rendez-vous très bientôt au Panthéon des légendes, une émission disponible sur le flux Dommage Collatéral, un podcast du label Bonus Trax.